Je vous souhaite la bienvenue à ce forum sur les spondyloarthrites. Le Consortium canadien de recherche sur les spondylarthropathies, l'Association canadienne de spondylarthrite et la Société de l'arthrite sont très fiers de vous présenter cet événement. Nous espérons que cette journée sera à la hauteur de vos attentes. Nous remercions toutes les personnes malades, leurs proches, les intervenants, les bénévoles qui ont accepté de venir un samedi pour participer à ce forum. Il y a même des gens qui sont venus de Matane, de Gatineau, Québec, de Toronto. Alors, je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais également remercier nos partenaires sans qui cette journée n'aurait pu être possible. Alors, les commanditaires sont AbbVie, Janssen, Amgen, Celgene, Novartis et UCB. Alors, je me présente, je m'appelle Manon Roberge. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de spondylarthrite. Je suis également directrice provinciale bénévole pour la division du Québec. J'habite à Gatineau. Je suis bénévole pour l'association depuis 2012, puis je suis également atteinte de spondylite ankylosante. Alors, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter l'association pour laquelle je suis bénévole. Elle a été créée en 2006. C'est une association nationale de patients bénévoles seulement. Mais on accepte des gens qui veulent être bénévoles pour nous, qui n'ont pas la maladie aussi. Elle est constituée de 1400 membres à travers le Canada. Alors, nous avons un nouveau site Internet bilingue. Le francophone vient de sortir en avril 2015. Alors, je vous invite à le visiter. Il y a plein d'informations, des nouvelles informations également. Les adresses en anglais, spondylitis.ca, puis en anglais, spondylarthrite.ca. Il existe également un groupe de soutien sur Facebook. Le groupe anglophone comporte 537 membres et le francophone 221 membres. La mission de l'association est d'être le leader au Canada pour aider, éduquer, défendre les droits de la communauté de patients atteints d'une forme de spondyloarthrite. Qu'est-ce que les spondyloarthrites? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la salle qui le savent? Levez la main. OK. Alors, les spondyloarthrites, c'est un regroupement de maladies caractérisé par une inflammation chronique des sacro-iliaques et de la colonne vertébrale. Le regroupement de maladies comprend, entre autres, l'arthrite psoriasique, la spondylite ankylosante, les arthrites liées aux maladies inflammatoires des intestins, les spondyloarthrites juvéniles, la spondylarthrite indifférenciée et l'arthrite réactionnelle. Les spondyloarthrites affectent au moins le même nombre de Canadiens que la polyarthrite rhumatoïde, soit environ 1% de la population. Jusqu'à récemment, les spondyloarthrites ont été sous-estimés et sous-étudiés au Canada. L'Association canadienne de spondylarthrite a plusieurs objectifs qui sont mentionnés dans le pamphlet qui vous a été remis dans votre pochette du participant. Par exemple, on désire augmenter le nombre de membres pour avoir une voix plus forte. On désire se porter à la défense des droits des patients et offrir de l'information et de la documentation à la communauté. On se concentre actuellement à sensibiliser la population ainsi que les professionnels de la santé comme les médecins de famille, les physiothérapeutes, les chiropraticiens au sujet des spondyloarthrites pour que le diagnostic de ces maladies soit fait plus rapidement. L'établissement d'un diagnostic précoce est d'une grande importance car plus le traitement est administré tôt dans la maladie, plus on a de chances d'éviter l'invalidité et les difformités.
Pour moi, ça va avoir pris 14 ans avant d'avoir mon diagnostic. C'est une des raisons pour lesquelles je m'implique, pour pas que ça arrive aux autres. Pourquoi nous contacter? Bien, pour participer à nos événements tels que celui d'aujourd'hui, pour avoir plus d'informations, pour avoir notre infolettre mot de dos, pour faire un don ou pour vous impliquer. L'association va tiendre un kiosque à la rencontre provinciale sur l'arthrite 2015 qui va avoir lieu le 24 octobre 2015 au Centre des congrès de Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site rencontrearthritequebec.ca. Les inscriptions sont présentement en cours. Cet événement unique offrira cette année plus de 37 conférences sur différents sujets liés à l'arthrite. L'Association canadienne de spondylarthrite tiendra également une session de formation intitulée « Mon arthrite, je m'en charge », qui est une série de 6 ateliers de 2h30 sur différents sujets pour prendre en charge soi-même son arthrite. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que patient pour se prendre en main. Puis les rhumatologues, ils n'ont pas nécessairement tout le temps pour nous expliquer tout ça. Fait que c'est vraiment, selon moi, essentiel pour les patients de prendre une formation comme ça. Alors, elle serait donnée à Gatineau à l'automne 2015. Elle va également être donnée dans la région de Vaudreuil-Soulanges à l'automne 2015 par le groupe de soutien du surroi Arthrite-Arthrose. Puis pour plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter parce qu'il y en a également à différents endroits au Québec. Alors, laissez-moi vous présenter notre programmation d'aujourd'hui. Vous entendrez aujourd'hui 4 conférenciers experts, puis vous allez avoir la possibilité de poser vos questions à notre panel d'experts à la fin de la journée. Alors, nos conférenciers spécialistes sont Dr Michel Zoomer, Dr Nathalie Morancy, Dr Sarah Campillo et Dr Marc Hazeltine. Le sujet des conférences sera entre autres le diagnostic et la classification des spondyloarthrites, les causes possibles de la spondylite ankylosante et de l'arthrite psoriasique. Une mise à jour des traitements médicaux sera faite et le sujet des spondyloarthrites juvéniles sera abordé. Nous aurons également l'honneur d'avoir 2 témoignages de patients. Mme Caroline Bourget et M. Robert Rubinovitch viendront nous raconter un peu leur histoire. Il y aura également 2 mini-séances d'exercice, car quand on a de l'arthrite, il faut bouger. On va vous faire bouger un petit peu. Si vous êtes à l'aise, ça va être tout doux. Mais Sophie Camagnol va venir faire une petite mini-séance un peu plus tard dans l'avant-midi. Sur ce, je vous présente notre premier conférencier. Il est actuellement chef de rhumatologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs associations, dont le Consortium canadien de recherche sur les spondylarthropathies. Ses principaux intérêts de recherche incluent l'arthrite psoriasique, la spondylarthrite et l'arthrite rhumatoïde. Merci de bien vouloir accueillir le docteur Michel Zoomer. Merci beaucoup, Manon. Et je veux remercier Manon. Et je voudrais aussi remercier tous les bénévoles d'aujourd'hui qui nous ont aidés pour la journée. Et la Société d'arthrite également. Et j'ai mis avec mes feuilles. Je voudrais aussi remercier Maria Morales en arrière qui a organisé la journée et a organisé également, on a eu une journée scientifique pour les médecins hier qui était un grand succès actuellement. Alors, je vais vous parler de l'arthrite psoriasique. Alors, si on prend, vous avez 42 ans, vous avez le psoriasis depuis l'âge de 35 ans, et vous avez eu une tendinite de l'épaule il y a 2 ans, et vous êtes allé à la pharmacie, vous avez pris de l'Advil qui vous a soulagé partiellement la douleur, et vous êtes sous ombrelle depuis 2 ans, et votre psoriasis va très bien. Alors, vous commencez à avoir des douleurs dans les doigts,
un peu dans le genou gauche, ça fait 2 mois. Là, vous posez la question, avez-vous l'arthrite psoriasique? Alors, est-ce que ça peut vous arriver? Pensez-vous que vous en faites? On va voir. Alors, quand vous venez voir le médecin, hein, nous, on regarde les mains. C'est facile de voir les mains. On voit comment vous marchez quand vous entrez dans notre bureau. Alors, on a 4 mains ici, lesquelles, moi, je peux vous dire que quand vous mettez vos mains sur la table, les rhumatologues, on peut dire lesquelles sont des mains d'arthrite psoriasique, d'arthrose. Alors, c'est ces 2 mains-là qui sont l'arthrite psoriasique. Et je vais essayer de vous expliquer un peu comment on arrive à faire des diagnostics et à traiter la maladie. Alors, les objectifs aujourd'hui, ce serait vraiment de comprendre notre approche diagnostique à l'arthrite psoriasique et comprendre notre approche au traitement et à la gestion de la maladie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Moi, je pratique la rhumatologie depuis, je ne vous dirai pas depuis combien d'années, mais assez longues années. Et ça évolue beaucoup. On a beaucoup appris sur les maladies inflammatoires articulaires comme l'arthrite rhumatoïde. La science dans l'arthrite psoriasique, on retarde un peu de 10 ans par rapport à l'arthrite rhumatoïde. Mais on a appris des choses avec toutes sortes d'arthrites et avec l'arthrite psoriasique qui ont changé vraiment notre approche au traitement, et ça depuis 10 à 15 ans. Donc, le diagnostic précoce, reconnaître la maladie précocement, instaurer un traitement précocement, c'est très important. Notre approche thérapeutique, comment on aborde nos traitements avec les médicaments qu'on utilise depuis longtemps et avec les nouveaux médicaments, ça a également changé beaucoup dans les derniers 10 ans. On a des nouveaux médicaments qui ont amélioré beaucoup le traitement qu'on peut offrir à nos patients et ont eu un impact important dans la façon dans laquelle les gens peuvent gérer leur vie. Les comorbidités commencent à être de plus en plus importantes. D'autres maladies qui sont associées à l'arthrite psoriasique, qui sont plus fréquentes chez les gens qui souffrent d'arthrite psoriasique et pour lesquelles on doit faire attention et traiter également. Donc, le plan aujourd'hui, je vous parlais un peu de l'épidémiologie de la maladie, vous parler des manifestations cliniques, comment on fait le diagnostic, l'importance du dépistage de la maladie et notre approche traitement. Ce ne sera pas détaillé sur le traitement. On pourrait parler des traitements à la période des questions. Ça va être un peu les principes du traitement. Donc, pour l'épidémiologie, si je vous demande quel pourcentage des patients avec du psoriasis développeraient l'arthrite psoriasique, alors, pensez-y. On ne fait pas de sondage ici. Pensez-y. Alors, le psoriasis, c'est quand même très fréquent. Ça veut dire 1 à 3 des gens dans la population générale. Donc, l'arthrite psoriasique, c'est chez 30 des patients avec du psoriasis. Ce n'est pas toujours reconnu, mais on sait que si on va les voir sonder dans une clinique, par exemple, de psoriasis, il y a 30 des gens on pourrait trouver qui font de l'arthrite psoriasique. Donc, ce n'est pas une maladie rare. Donc, si on dit 30 de 3 ça peut être 1 de la population, qui est à peu près la même prévalence que l'arthrite rhumatoïde, mais beaucoup moins reconnue. Normalement, le psoriasis arrive avant le diagnostic de l'arthrite psoriasique, au moins 70 des fois. Donc, et des fois, ça peut apparaître en même temps. On peut commencer à faire l'arthrite avec des lésions de la peau. Et parfois, ce qui rend le diagnostic un peu plus difficile, c'est que l'arthrite peut précéder le psoriasis. Et des fois, ça peut nous donner un peu de temps avant qu'on puisse faire le diagnostic. Il y a des façons qu'on peut le faire, mais des fois, ça peut être inconnu. Mais on sait que les gens font de l'arthrite et on peut quand même commencer à amorcer un traitement. Par contre, d'autres maladies où il y a une prévalence plus de femmes que d'hommes, dans beaucoup de nos maladies, c'est aussi fréquent chez l'homme, chez la femme, et ça débute normalement à l'âge de 30 à 50 ans. Ça, c'est une étude qui vient de Toronto. C'est le seul graphique que je vous montre toute la journée. Parce qu'avant ça, on pensait que la maladie arrivait toujours après et que si on était bien après 10 ans, si on n'avait pas d'arthrite, on ne ferait plus jamais d'arthrite. Mais ça vient de Toronto. Ils ont le groupe de patients qu'ils étudient depuis 1978. Alors, en bref, c'est que si on va dans une clinique de patients avec l'arthrite psoriasique, si on prend, par exemple, 100 patients, il y a près de 10 qui ont déjà un diagnostic d'arthrite psoriasique. Mais si un rhumatologue examine tous les patients, on va trouver 30 des gens qui font de l'arthrite psoriasique. Je vous ai déjà dit ça. Donc, les autres 70 si on regarde à tous les années s'ils vont développer l'arthrite, il y a à peu près 2 par année qui vont développer de l'arthrite. Et ça va maintenant, c'est 4 ans, mais ça va jusqu'à 8 ans. Donc, c'est à peu près 2 par année. Donc, si vous faites du psoriasis, sur 100 personnes, à tous les ans, il y a 2 nouveaux patients qui vont développer l'arthrite psoriasique.
Donc, il faut toujours faire attention aux symptômes, surtout pour les gens qui font du psoriasis. Alors, c'est quoi les manifestations cliniques? La première description de la maladie, c'était en France, c'était en 1818, c'est pas nouveau, mais c'était pas étiqueté vraiment comme l'arthrite psoriasique, mais on a trouvé que les gens font de l'arthrite avec du psoriasis. Et ça, il faut faire attention parce que l'arthrite psoriasique, c'est pas comme l'arthrite rhumatoïde avec du psoriasis, c'est une maladie qui est vraiment à part, qui a des manifestations différentes, et des fois, le traitement, l'approche au traitement peut être différente également. Et notre organisme américain a reconnu la maladie comme telle en 1964. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. C'est quoi les manifestations cliniques? Bon, il y a les manifestations musculo-squelettiques, donc au niveau des articulations, des tendons, les ligaments. Donc, c'est l'arthrite. La dactylite, qui est tout un doigt ou un orteil qui devient enflé. L'anthésite. L'anthèse, c'est le site où le tendon ou le muscle s'insère dans l'os. C'est un organe spécifique où on a de l'inflammation et qui, on pense peut être l'origine de la maladie. Et la spondylite, oui, des gens, il y a un chevauchement des deux maladies, vous allez voir ça plus loin, et Manon en avait déjà parlé, que des gens avec de l'arthrite psoriasique peuvent également faire de l'arthrite dans la colonne. Alors, je donne l'exemple ici de certaines manifestations pour l'arthrite. Vous avez un genou gauche qui est enflé par rapport au genou droit. Donc, celui avec le sac, donc il est plus gros. Il y a l'inflammation, ça s'appelle l'arthrite. L'arthrite étant de l'inflammation dans une articulation. Vous avez aussi les articulations distaux, donc au bout des doigts, qui sont très fréquemment atteintes dans l'arthrite psoriasique. Et ça, c'est un peu caractéristique de la maladie. Et on voit également des changements au niveau des ongles. Là. Et pour ça, c'est des photos que vous avez vues au début qui nous donnent vraiment l'idée pour voir que c'est la maladie. Vous avez du dommage des articulations, donc des déformations qui sont des séquelles de l'inflammation, du dommage au niveau des articulations et des doigts qui sont vraiment tout érodés, donc de l'os qui disparaît. Dans la dactylite, j'ai dit que c'est tout un doigt ou tout un orteil qui est enflé. Et on voit ici, je pense que j'ai des... Donc, ça s'appelle une dactylite, et également ici. Et on voit qu'il y a de l'inflammation. Ça, c'est une échographie avec des ultrasons où le rouge et le jaune, il y a de l'inflammation. De l'inflammation est dans l'articulation et tout autour de l'articulation, dans les ligaments, dans les tendons. Et ça s'appelle une dactylite. Des anthésites, j'ai dit que l'anthèse, c'est le site où le tendon ou le ligament s'insère dans l'os. C'est un site très fréquent d'inflammation dans l'arthrite psoriasique. Et donc, ça arrive fréquemment au niveau du tendon d'Achille. Ça s'appelle une tendinite achillien. Donc, c'est une anthésite qui est quand même très fréquente avec la maladie. On peut voir ça à la radiographie, des changements qui sont en relation avec. Donc, ceci sont des manifestations musculo-squelettiques, mais on a des manifestations autres que dans les articulations, les tendons, les ligaments. Donc, on dit les atteintes non musculo-squelettiques. On a le psoriasis, évidemment, la maladie de peau. On a des changements au niveau des ongles et on a fréquemment également des uvides, donc de l'inflammation dans l'œil. Si vous voyez des changements au niveau des ongles, donc il y a, en anglais on dit de pitting, donc des petits trous dans les ongles qui quand même, on ne trouve pas ça uniquement dans l'arthrite psoriasique, on peut trouver ça même chez les gens qui n'ont aucune maladie, mais quand il y en a beaucoup, c'est plus en relation avec la maladie. On a ce qu'on appelle l'onycholyse, donc l'ongle qui se décolle de son lit. Ici, on voit. Et ici, c'est plus important avec toutes les écailles qui sont en dessous de l'ongle. Et on a même la désintégration des ongles, crumbling en anglais, au niveau. Donc, ça, ces manifestations sont quand même assez fréquentes. Et quand on voit des changements au niveau des ongles, c'est des changements qui, chez les gens qui font du psoriasis, dit que ces gens-là auront plus de risques à développer de l'arthrite psoriasique. L'uvite, c'est l'inflammation dans les yeux. Ça arrive souvent soudainement avec une douleur dans l'œil, avec la difficulté à voir. Et on voit l'œil rouge ici. Ça arrive avec un œil rouge. Souvent, on consulte quand même assez rapidement l'ophtalmologue et c'est traité avec des gouttes et ça résorbe. Et des fois, on peut voir des changements d'inflammation dans les yeux ici. Donc, ça, c'est un dépôt de cellules d'inflammation, les cellules blanches.
qu'on peut voir si on regarde. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Les uvites peuvent arriver à peu près 20%, chez à peu près 20% des gens qui font de l'arthrite psoriasique. J'ai parlé des comorbidités au début, dont l'obésité, oui, c'est plus fréquent. Les gens qui font de l'arthrite psoriasique, en général, ont 15 à 20 kilos plus que les gens qui font de l'arthrite rhumatoïde. Et on pense que l'obésité, c'est un facteur de risque pour développer de l'arthrite chez les gens qui font du psoriasis. Le syndrome métabolique, donc le syndrome de l'obésité, l'hypertension, diabète, maladie coronarienne, c'est beaucoup plus fréquent chez les gens qui font de l'arthrite psoriasique. Les maladies cardiovasculaires, l'infiltration graisseuse du foie, la dépression, beaucoup plus fréquent chez les gens qui font du psoriasis et encore plus fréquent chez les gens qui font de l'arthrite psoriasique. Ici, c'est un tableau qui démontre que la prévalence, c'est très, très, très fréquente et que 40% des gens avec de l'arthrite psoriasique ont au moins 3 comorbidités. Ici, vous voyez les plus fréquentes. Ici, à droite, c'est vraiment l'hypertension et l'obésité qui est présente chez à peu près 30 à 40% des gens. Donc, c'est des choses qu'il faut gérer. Normalement, on aime bien que c'est votre médecin de famille qui traite ces maladies parce que nous, on a le temps de traiter l'arthrite, mais pas le temps toujours de traiter tous les troubles de santé. Donc ça va pour les manifestations cliniques. Au niveau du diagnostic, c'est surtout un diagnostic clinique. Il n'y a pas de test. On ne peut pas mettre ça faire une prise de sang pour dire, là, vous avez l'arthrite psoriasique. C'est un diagnostic clinique qui dépend beaucoup de la distribution des articulations. Donc, quelles articulations sont atteintes? Très fréquemment, c'est plus les articulations au niveau des membres inférieurs et aussi des signes et des symptômes non articulaires. C'est sûr que si vous faites du psoriasis, ça nous fait déjà une piste pour faire le diagnostic, mais s'il y en a dans la famille ou si vous avez des changements au niveau des ongles, ça nous aide à faire le diagnostic. Des tests de laboratoire, comme je dis, il n'y a pas de test spécifique à la maladie. On fait des tests de laboratoire parfois pour éliminer d'autres maladies qui peuvent se dépister par des tests de laboratoire, mais souvent aussi pour des tests pour voir si vous avez d'autres maladies avant qu'on instaure un traitement, qu'on vous propose un traitement, parce qu'il y a des contre-indications à certains traitements et aussi la surveillance à faire. Donc, il y a plus de tests sanguins qu'on fait pour la surveillance des médicaments qu'on donne pour la maladie. Il n'y a pas de bons tests vraiment pour suivre la maladie, l'activité de la maladie non plus. Et au niveau de l'imagerie, des radiographies, souvent les radiographies peuvent nous aider. On peut avoir des changements au niveau des radiographies des articulations qui quand même peuvent être assez diagnostiques de la maladie. L'ultrason, des fois, ça peut nous aider pour les anthésites, donc pour l'inflammation au niveau des tendons, au niveau des ligaments. Et la résonance magnétique, on ne l'utilise pas souvent pour la maladie, des fois pour faire le diagnostic de spondylite, mais ça, vous allez voir ça plus tard dans les autres présentations. Mais des fois, on peut en demander pour une articulation pour voir est-ce que c'est vraiment votre arthrite qui cause le problème. Par exemple, si vous avez un genou enflé, même si vous faites de l'arthrite psoriasique, vous avez le droit d'avoir un problème du ménisque. Alors, des fois, il faut faire la part entre la maladie où il y a de l'inflammation et un problème traumatique. Donc, ça peut nous aider à faire le diagnostic, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon routinière pour faire le diagnostic de la maladie. Donc, CASPAR, c'est le nom des critères de classification. Je ne vous dis pas ça pour dire qu'on l'utilise. On ne l'utilise pas vraiment de critères. Ce n'est pas vraiment pour faire le diagnostic, mais c'est ça l'approche qu'on a dans notre tête quand on essaie de faire le diagnostic de quelle sorte d'arthrite. Parce que souvent, les personnes qui arrivent dans notre bureau avec des articulations enflées, ça peut être une centaine de maladies différentes. Donc, il faut avoir une idée comment on procède pour faire le diagnostic. Donc, ça commence à savoir, est-ce que vous faites vraiment de l'arthrite? Est-ce qu'il y a vraiment de l'inflammation? Donc, il y a des maladies comme de l'arthrose, par exemple, où il y a très peu d'inflammation. Donc, déjà, il faut savoir que si vous faites de l'inflammation, de l'arthrite, ça commence avec ces symptômes. Donc, on demande, est-ce que vous faites du psoriasis ou quelqu'un dans votre famille qui a du psoriasis? C'est une maladie qui est en partie héréditaire, qui est plus fréquente chez les gens, chez la parenté des gens qui font du psoriasis et encore plus chez les gens qui font de l'arthrite psoriasique. Les ongles, je vous ai déjà dit, les ongles, c'est un critère important pour le diagnostic. Le facteur rhumatoïde, on dit que c'est dans la famille des arthrites séronégatives. Ça veut dire que le test pour le facteur rhumatoïde, qui est souvent présent dans l'arthrite rhumatoïde, est absent dans le psoriasis. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire de l'arthrite rhumatoïde avec du psoriasis. Ça peut arriver dans la population. Mais la grande majorité des gens qui ont du psoriasis, quand ils font de l'arthrite, c'est de l'arthrite psoriasique. Et les dactylites,
c'est quand même une manifestation qui est quand même assez spécifique dans nos maladies d'arthrite pour l'arthrite psoriasique. Donc, déjà, si quelqu'un arrive avec un genou enflé, mais on regarde l'orteil et on a une dactylite, ça fait vraiment plus probable que l'arthrite psoriatique sera le diagnostic. Et la radiologie, il y a des changements qui sont spécifiques à la maladie avec des types de changements au niveau de dommages de l'os ou même de la croissance de l'os à côté des articulations qui aident à faire le diagnostic. Time check. Bon, le dépistage. Le dépistage est important parce que les douleurs musculo-squelettiques, c'est très fréquent dans la population. Donc, on n'a pas fait l'exercice. Et là, demain, on va aller faire le tour de l'île. Et après avoir fait le tour de l'île, lundi matin, on se lève et on a mal partout. Donc, est-ce que c'est de l'arthrite? Donc, on a le droit d'avoir mal. On a le droit d'avoir mal à faire des tendinites, mais on a aussi le droit de faire de l'arthrite psoriasique. Donc, quelle douleur nous fait penser ou quel symptôme nous fait penser que ce soit plus probable que c'est l'arthrite psoriasique la cause de nos douleurs et chez qui qu'il faut dépister? Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon. Donc, quel patient? Je vous ai déjà donné des pistes, hein, des petites pistes pour savoir. Hein. Alors, si on a du psoriasis dans le cuir chevelu ou au niveau du pli interfessier, au niveau des fesses, c'est plus fréquent chez les gens qui auront une arthrite psoriasique. Les changements des ongles, ça fait 3 fois que je vous dis ça, j'espère que vous allez vous rappeler. L'étendue du psoriasis, donc le plus de surface du corps qui est couvert avec du psoriasis, le plus qu'on a le risque de développer l'arthrite psoriasique. Mais ça ne veut pas dire que ça va avec la gravité de la maladie. Donc, on peut avoir beaucoup de psoriasis, avoir 80% de notre corps qui est couvert de psoriasis, mais avoir très peu d'arthrite. Et on peut avoir le contraire, beaucoup d'arthrite avec très peu de psoriasis. Donc, souvent, ce qui arrive dans les pratiques des dermatologues, quand vous allez voir votre dermatologue, souvent, il y a beaucoup plus de psoriasis, très peu d'arthrite. Et souvent, les traitements de psoriasis traitent également de l'arthrite. Quand les gens sont référés à un rhumatologue pour de l'arthrite, souvent, on a un peu ou beaucoup d'arthrite avec très peu de psoriasis. Et des fois, il peut y avoir juste une petite plaque derrière l'oreille au niveau du pli interfessier. Et donc, des fois, ça peut être difficile le diagnostic. Mais ce qu'on sait, que le plus qu'on a de surface couverte par le psoriasis, le plus qu'on a des chances de faire de l'arthrite. L'obésité, les gens avec du psoriasis obèses ont plus de chances à développer de l'arthrite que les gens qui sont non obèses. Les gens qui développent l'arthrite plus jeunes ont plus de chances à faire de l'arthrite psoriasique. Et l'histoire familiale, si vous avez quelqu'un dans votre parenté qui a de l'arthrite psoriasique, vous avez plus de risques à faire de l'arthrite psoriasique, surtout si vous avez du psoriasis. Alors, on dit qui référer quand on parle à les médecins de famille, aux médecins de famille, ou même aux dermatologues. Il faut comprendre qu'il y a plus de risques dans la clientèle, dans les patients des dermatologues, d'avoir l'arthrite psoriasique que chez un généraliste, où ce sera juste 1% des patients. Donc, si vous avez du psoriasis et une dactylite, l'anthésite, des changements au niveau des ongles, ou du psoriasis au niveau du cuir chevelu et du pli interfessier, et des douleurs. Donc, je pense que c'est une raison pour avoir une demande de consultation en rhumatologie. Ça va? Alors, on va finir par parler un peu de l'approche au traitement. Bon, ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment, en premier temps, d'améliorer les signes et les symptômes. Venez nous voir parce que vous avez mal, vous avez les articulations enflées, vous avez des difficultés à bouger, à plier les articulations. Bon, l'intérêt, c'est évidemment d'améliorer les douleurs et les troubles de fonction. Prévenir les dommages et l'incapacité. On sait bien que l'inflammation, si on ne contrôle pas l'inflammation à long terme, ça peut endommager le cartilage et de l'os. Ça peut donner des déformations et, avec ça, la difficulté à fonctionner. Maintenir la qualité de vie, être capable de faire tout ce qu'on veut faire, c'est bien important. Gérer les comorbidités. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le rhumatologue qui va gérer les comorbidités, mais il faut quand même les identifier et au moins, on peut informer votre médecin de famille que vous avez l'hypertension ou un risque pour le diabète et le médecin de famille peut gérer. Diminuer la mortalité.
toutes les causes d'arthrite, toutes les maladies où il y a de l'inflammation sont associées à une espérance de vie qui est réduite. Ça peut être de 3 à 7 ans. Et on sait que traiter la maladie diminue le risque de mortalité. Les causes de décès sont la même cause de décès que dans la population générale, les maladies cardiovasculaires, et on pense qu'il y a quand même un lien quand même assez étroit avec l'inflammation dans les articulations et l'inflammation dans les vaisseaux, dans les artères, qui sont responsables de la maladie cardiovasculaire. Donc, traiter la maladie rhumatologique, l'arthrite, peut aussi traiter en partie la maladie cardiovasculaire ou au moins réduire le risque de complications de maladies cardiovasculaires. Donc, le cible, c'est l'arthrite. On traite avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des infiltrations. Si vous avez une, deux, quelques articulations ou des tendinites, on peut donner des infiltrations de cortisone. Le méthotrexate, qui est vraiment le traitement de choix comme médicament après les anti-inflammatoires, qui se prend en pilule ou en injection une fois par semaine. Il y a d'autres médicaments, comme le flunomide, la sulfasalazine, l'hydroxychloroquine, qui peuvent être utilisés toutes seules ou en association. Donc, parfois, vous pouvez avoir 2 ou même 3 médicaments prescrits en même temps pour traiter l'arthrite. Et les agents biologiques qui sont disponibles depuis une quinzaine d'années, qui ont changé vraiment notre approche au traitement de la maladie. Et pour les gens qui n'ont pas de bon soulagement ou de traitement avec les médicaments non biologiques, ont changé beaucoup la qualité de vie et le traitement des maladies. Pour les anthésites, les dactylites et la spondylite, donc l'inflammation dans la colonne, encore une fois, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les infiltrations. Mais souvent, ces manifestations de la maladie ne sont pas bien traitées par ces médicaments ici. Donc, souvent, on vous propose tout de suite après les anti-inflammatoires non stéroïdiens des agents biologiques. Et le traitement de psoriasis, souvent, ça peut être traité par les médicaments qu'on utilise déjà, mais souvent, on traite ensemble, en collaboration avec votre dermatologue. Si c'est une grande... comment on devrait ces agents biologiques, je ne passerai pas et je vous donne ça, pas pour vous impressionner, mais parce que moi aussi, je ne comprends rien là-dedans, mais je peux vous dire que il y a des cytokines, donc des molécules qui sont responsables de parler entre les cellules, qui sont responsables de l'inflammation. Et les médicaments biologiques, ce qui est différent des agents traditionnels, que ça cible spécifiquement ces agents. Donc, on a des médicaments qui ciblent préférentiellement les anti-TNF, c'est les premiers agents biologiques qui ont été développés pour traiter nos arthrites. Il y en a d'autres. Alors, toutes ces molécules peuvent être ciblées de façon spécifique et on pense que ciblées spécifiquement dans certains types de maladies peuvent mieux contrôler la maladie et prévenir le dommage. Bon. Alors, les traitements actuels et avancés, que je dis avancés, donc qui ne sont pas les médicaments traditionnels comme le méthotrexate, c'est les agents biologiques, dont les anti-TNF, les inhibiteurs de facteur de nécrose tumorale, qui est utilisé fréquemment dans l'arthrite psoriasique et dans le psoriasis. Donc, il y en a 6 qu'on utilise dans la maladie. Il y a l'ustekinumab, qui est le stéroïde, qui est utilisé beaucoup en dermatologie pour le psoriasis depuis un certain temps, qui est également efficace pour l'arthrite psoriasique. Et qu'est-ce qui s'en vient? C'est des molécules. Il y en a une ici, le secukinumab, qui est je ne me souviens pas de Cosentyx, je pense, qui est disponible depuis quelques mois pour le psoriasis, qui sera disponible pour l'arthrite psoriasique. Et la Otezla, ici, qui est utilisé déjà pour le psoriasis, qui sera également probablement approuvé bientôt pour l'arthrite psoriasique au Canada. Et ces deux-là sont disponibles ailleurs dans le monde pour traiter l'arthrite psoriasique. Donc, on a quand même tous ces médicaments qui ont été développés depuis les dernières 15 ans et qui sont disponibles et qui seront disponibles. Donc, le choix de médicaments de traitement qu'on a à vous offrir pour votre maladie est beaucoup plus grand avec la capacité de traiter la maladie pour les gens pour lesquels on avait la difficulté à traiter avec notre traitement traditionnel. C'est sûr que la grande question avec ces médicaments, c'est le prix des médicaments, le coût des médicaments. Je pourrais vous parler encore 1 heure de tout ce qui concerne les médicaments, l'approbation des médicaments, les coûts des médicaments, la disponibilité. Mais pour le moment, on est très chanceux. On est très chanceux au Québec. Tout le monde a des assurances médicaments, que ce soit public ou privé, et que tout le monde a accès
pas mal aux médicaments et les critères de remboursement des médicaments est quand même assez facile que je pense qu'il n'y a personne qui souffre d'arthrite psoriasique qui a besoin de médicaments qui ne pourrait pas le recevoir. Donc, je pense que tout le monde aurait accès à des excellents traitements au Québec pour leur maladie. Donc, il ne faut pas oublier le tabac. Hein? Fumer, vous savez que ce n'est pas bon pour votre santé, hein? On vous a déjà dit ça. Hein? Mais c'est encore pas bon pour l'arthrite psoriasique. Les gens qui fument ont plus de risques à développer l'arthrite psoriasique. Les gens qui prennent des agents biologiques, ils ont moins de succès s'ils fument. Donc, si vous arrêtez de fumer, les chances sont que votre médicament agira mieux sur votre maladie pour contrer votre maladie. Très important, pas facile. Je suis d'accord. Le poids, on sait également que, par exemple, si vous prenez un agent biologique, si vous maigrissez de 10 kilos, vous allez avoir une meilleure réponse au traitement, vous allez être plus soulagé par le traitement. Donc, c'est une autre bonne raison, arrêter de fumer, perdre du poids. L'exercice physique, c'est très important. Nous allons faire l'exercice, au moins du stretching plus tard, mais c'est très bon de rester actif. Ce n'est pas dangereux pour vos articulations de faire l'exercice, de bouger quand vous faites de l'arthrite, mais il faut respecter la douleur. Votre corps va vous dire quand vous avez trop fait. Mais ça ne veut pas dire que si vous faites de l'arthrite, vous devez protéger vos articulations. Vous devez les protéger de façon correcte, mais vous devez faire l'exercice et continuer. Et notre but, quand vous êtes traité pour l'arthrite, c'est d'avoir une vie normale, d'être capable de faire tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous avez à faire, incluant des sports et l'exercice physique. Les vaccins. Merci, Maria. Elle me dit que je vais tomber de la scène dans quelques minutes. Alors, je finis. Alors, les vaccins, c'est très important, surtout avec les agents biologiques et la maladie. Ça nous rend un peu immunosupprimés, donc un peu plus à risque d'infection. Donc, on demande toujours que vos vaccins soient à jour et que vous soyez vaccinés contre au moins l'influenza à tous les années et contre la pneumonie. Donc, les conclusions, c'est qu'un tiers des gens avec du psoriasis vont développer l'arthrite psoriasique. Les gens qui ont des problèmes au niveau du cuir chevelu, d'autres sites, sont à plus risque. Le dommage peut être précoce, donc le traitement précoce, ça prévient le dommage et des déformations et l'incapacité fonctionnelle à long terme. Les manifestations extra-articulaires sont fréquentes et également les comorbidités. Et le traitement approprié, c'est ça qui va mieux gérer la maladie. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bon, on va garder les questions pour le panel, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire maintenant parce que si vous êtes comme moi, vous allez l'oublier d'ici la fin de la journée. Alors, je vous présente Nathalie Morancy, que je connais bien. Je connais tout le monde bien. qui a gradué en médecine de l'Université Sherbrooke. Elle fait sa médecine interne à Laval, sa rhumatologie à Montréal, donc elle se promène pas mal. Et par la suite, elle est allée en Alberta, à Edmonton, pour se spécialiser en spondyloarthrite. Alors, elle est actuellement rhumatologue et assistant clinique professeur à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, associée à l'Université de Montréal. Donc, elle est rhumatologue à Montréal. Alors, bonjour. J'essaie de voir le nombre de personnes dans la salle qui parlaient anglais et je crois que c'est assez peu. Par contre, les vignettes sont tous en anglais. Autre chose pour les vignettes, ceux qui sont en noir sont plus générales, ceux qui sont en blanc sont plus approfondis. Alors, je ne sais pas exactement quelle est votre formation au point de vue biologique. Alors, les gens qui sont intéressés à aller un peu plus loin, il y a 2 sites Internet sur lesquels j'ai pris ces vignettes-là. Le principal, c'est Assas Group, qui est un site international où il y a des vignettes d'éducation, surtout pour les professionnels de la santé. Ils sont dans plein de langues, en chinois, français, anglais. L'autre site aussi, qui est, je ne sais pas si c'est gratuit pour les patients, mais c'est UpToDate, qui est un des sites qu'on utilise beaucoup comme rhumatologue et comme médecin en général. Il y a un volet patient sur ce site-là, qui est très intéressant pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, là. Alors, on commence. Alors, essentiellement, je vais revenir sur les causes de la spondylite ankylosante et Dr. Zoomer m'a scoopé pour plein d'affaires, tout simplement parce qu'il y a un gros lien entre l'arthrite psoriasique et la spondylite pour ce qui est du développement de la maladie. Par la suite, on va parler un peu des médicaments, mais surtout au niveau des modes de fonctionnement. Je pense que Dr. Hazeltine, un peu plus tard, va parler un peu plus de quand utiliser les médicaments.
Alors, essentiellement, les causes de la spondylite, on sait que le plus gros facteur dans les causes de la spondylite ankylosante, c'est la génétique, carrément. Ça compte pour environ 90% de la cause. Les autres facteurs, par exemple, parce que 90%, c'est pas 100%, il y a d'autres choses qui arrivent. Et les autres choses, on n'est pas sûr à 100%. Il y aurait peut-être un facteur environnemental et il y aurait peut-être un facteur infectieux, et peut-être un peu des deux aussi. Puis l'inflammation dans le milieu, c'est surtout c'est ce qui va nous permettre, ce qui donne les symptômes de la maladie. Alors, très important. Alors, la génétique ou les risques de développer de la spondylite. Environ, comme je vous avais dit, 90% de la spondylite ankylosante est expliquée par la génétique. Le principal étant l'HLA B27. Je reviendrai, j'ai une vignette là-dessus la prochaine. Et environ 8 à 9% de la population générale a l'HLA B27. Alors, c'est une molécule qu'on a en général. Sur ce pourcentage-là, il y a seulement un petit pourcentage qui vont développer de l'arthrite. Ça varie, qui va développer de la spondylite ankylosante. Ça varie un peu selon les populations, environ 5 à 8% dépendant. On sait aussi que s'il y a quelqu'un de notre famille au premier degré, alors premier degré, c'est parents, enfants. Deuxième degré, c'est quand il y a une autre personne, alors demi-sœur, demi-frère, oncle, tante, ça serait du deuxième degré. Quand c'est au niveau du premier degré, on double nos risques de développer l'arthrite, de développer la spondylite. Excusez-moi, je dis arthrite tout le temps, là. Spondylite ankylosante. Alors, on augmente environ, dans la population générale, on double environ. Si on a soi-même l'HLA B27 et qu'il y a un membre de notre famille qui est atteint de spondylite, c'est un peu le pire de ce qui pourrait arriver pour notre risque, mais même si c'est la situation un peu la pire, notre chance de développer la maladie au cours de notre vie est autour de 12 à 20%. Selon les études, ça varie. Alors, même avec un peu le pire de ce qu'on pourrait recevoir, les chances sont quand même faibles de développer la maladie. Alors, il y a vraiment d'autres facteurs que la génétique impliqués. Aussi, la sévérité. Alors, le fait de s'ankyloser, donc de former des os, varie d'une personne à l'autre. Et on pense qu'un bon pourcentage de cette sévérité-là, de cette capacité à développer l'ankylose, donc la fusion des os, est héréditaire. Environ 60% aussi. Alors, on voit aussi qu'il y a de la génétique, c'est très important, mais ce n'est pas systématiquement. Ce n'est pas 100% des personnes dans la famille qui vont développer la maladie. Puis, lorsqu'on parle sur les jumeaux identiques, ce n'est même pas 100% des jumeaux identiques qui développent la maladie. Alors, il y a vraiment d'autres facteurs. Alors, le fameux HLA B27, c'est un complexe d'histocompatibilité de type 1. Bon, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? C'est des molécules qu'on a à la surface des cellules qui nous permettent de reconnaître nos cellules comme étant nos cellules. Alors, d'éviter les cellules qui sont responsables de se débarrasser des infections, puis de tuer les cellules infectées, de tuer nos propres bonnes cellules. Il y a différents types. L'HLA B27 est un des types. Il y a même des sous-types, HLA B27 étoile 04, étoile 02, mais là, on rentre vraiment dans le plus spécifique. Puis, il y a quelqu'un qui peut avoir l'HLA B7, l'HLA B4, puis c'est ça, ces cellules, puis c'est comme ça qu'on va les reconnaître. Alors, le B27, c'est juste une des variantes. C'est environ 8 à 9% de la population en Amérique du Nord. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est juste une façon qu'on reconnaît nos cellules. Ce que ça fait, cette petite molécule-là, ça présente des antigènes ou des morceaux de molécules pour se défendre. Alors, si on est infecté avec un virus à l'intérieur de notre cellule, la cellule va le couper, va présenter une partie du virus à la surface de la cellule, puis ça va être un signal pour les cellules un peu polices ou responsables de notre organisme de dire « OK, il y a une infection là, on va tuer la cellule, on va déclencher de l'inflammation pour éviter que ça se propage. » Alors, c'est une cellule de présentation. Alors, à peu près toutes les cellules en ont pour pouvoir dire si la cellule est bien ou non bien. L'autre chose aussi qui est important en spondylite, c'est la sévérité semble reliée au sexe. C'est-à-dire les hommes fusionnent beaucoup plus que les femmes en général. La maladie est la même. On pense que le fardeau de la maladie, c'est-à-dire les problèmes d'incapacité puis les problèmes de douleur sont équivalents, mais la fusion va arriver plus chez les hommes. C'est pour ça qu'antérieurement, il y a plusieurs années, quand Dr Zoumer était jeune, il y avait... Je le connais. On vous disait que c'était une maladie d'homme, tout simplement, parce qu'on n'avait pas les mêmes façons de faire le diagnostic que maintenant. Et lorsqu'on voyait la maladie, c'était déjà ossifié, c'était déjà fusionné, et on sait que les hommes fusionnent plus que les femmes.
Alors, je vous l'ai dit, slide blanche égale compliqué. Alors, essentiellement, pourquoi l'HLA B27? Pourquoi quelque chose qui est censé être normal, puis que tout le monde a, pas le B27, mais que tout le monde a d'autres variantes sur nos cellules, déclenche la maladie? Bien, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que ce qu'on présente, la façon dont on est présente est un peu différente dépendant de notre type d'HLA-B. Alors, on pense que le morceau qu'on présente provoque peut-être une réaction inflammatoire anormale. Alors ça, c'est la première hypothèse, qu'on présente quelque chose qui déclenche une inflammation que quelqu'un d'autre ne présenterait pas. Une autre chose, c'est que ces molécules-là qui vont à la surface des cellules, c'est des conformations 3D. Alors, c'est plié comme de l'origami. Puis, l'HLA B27, bien, ils ne sont pas bons pour le plier. Alors, notre organisme, on sait que cette variante-là, les façons de le replier est souvent anormale. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à place de présenter un HLA B27 tout beau sur la surface de nos cellules, on en plie deux ensemble, puis on les présente ensemble. Ça fait des dimères. Puis, on pense aussi que ce dimère-là est peut-être reconnu comme étant anormal, puis ça déclenche une réaction d'inflammation dans notre corps. Les hypothèses les plus fréquentes, par exemple, c'est celle où il y a plein de... c'est celle qui a plein de choses dans la cellule, c'est que notre incapacité à recourber la molécule, l'incapacité à bien la plier pour qu'elle soit bien, fait qu'on la présente plus au-dessus de la surface de la cellule. Alors, c'est comme une usine qui fait juste des jouets ou des éléments anormaux, on va les garder, puis ça va faire faillite. Alors, la même chose arrive pour la cellule. Quand la cellule fait faillite ou quand elle est trop pleine de molécules qui ne fonctionnent pas, il va développer une réaction d'inflammation et la cellule va être attaquée, dans le fond. On va dire, il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette cellule-là, débarrassons-nous-en, on va en faire une nouvelle qui va fonctionner mieux. Alors ça semble être le processus qui est plus moderne. C'est vraiment l'accumulation de molécules mal conformées qui déclenche l'inflammation. Alors, on revient, comme j'ai dit, génétique le plus important. Là, on va passer aux autres éléments, l'environnemental et le traumatique. Le traumatique, ça est blessure. Alors, Dr Zoomer veut vraiment se couper là-dessus. Alors, le tabac. On sait que le tabac est associé avec une plus grande sévérité, plus d'ankylose, plus de formation osseuse. On n'est pas sûr exactement où ça va, par exemple, dans le fait de déclencher la maladie. On n'a pas encore d'études qui nous disent les fumeurs ont plus de chances d'avoir la maladie que les autres. Par contre, on sait que la maladie est plus sévère, alors on fait l'hypothèse que ça a un lien dans le développement de la maladie. L'autre chose aussi qu'on avait parlé auparavant, c'est l'obésité. La même chose que pour l'arthrite psoriasique, en spondylite, l'obésité fait que nos médicaments fonctionnent moins bien. Puis on sait aussi qu'en psoriasis, ça déclenche plus la maladie. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il semble avoir des éléments de ce côté-là, probablement au niveau des cellules graisseuses qui déclenchent ou qui rendent la maladie pire. L'autre volet plus important, c'est les infections. Alors, on a tous des infections, on a tous un rhume, une grippe, on se coupe, puis on a une bactérie qui rentre, puis on s'en débarrasse. On a l'impression que c'est l'infection qui déclenche le problème génétique par la suite. Il y a plusieurs raisons qui nous font penser ça. Premièrement, il existe l'arthrite réactive, qui est une arthrite qui se déclenche après avoir eu une infection, surtout chez les gens susceptibles d'avoir de la spondylite ou de l'arthrite psoriasique. Alors, on a une infection, l'infection se résout, quelques temps plus tard, on a de l'arthrite. Alors, on sait que c'est dans le lien ça a un lien avec l'infection qu'on vient juste d'avoir, là. Alors, on pense que ce processus inflammatoire-là a déclenché la maladie. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches sur le microbiome ou les bactéries qu'on a normalement dans l'intestin. Alors, l'intestin est plein de bactéries, que vous mangez du yogourt Activia ou non, là. On est plein de bactéries. C'est des bactéries normales. Ils varient un peu selon ce qu'on mange, selon nos types de maladies, selon la génétique, où on habite, etc. Puis, on pense qu'il y a un lien avec ces bactéries-là et le fait de déclencher de la spondylite et l'arthrite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avec le déclenchement des maladies de Crohn ou les colites ulcéreuses, qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin qui sont associées à ces types d'arthrite-là. Alors, on se demande s'il n'y a pas un lien aussi en spondylite et si la réaction inflammatoire qu'on a au niveau de l'intestin, qui parfois ne pourrait pas donner la vraie maladie, mais stimulerait quand même nos cellules, déclencherait la spondylite ankylosante. Alors, trauma, en thèse, qu'on en avait dit, c'est le lien entre les muscles, les ligaments et l'os. Alors, le muscle est lié avec le ligament à l'os. Le ligament, c'est vraiment ce qui est lié l'os au ligament, c'est vraiment l'anthèse, c'est cette région-là. On sait que c'est des régions de beaucoup de trauma, parce que c'est comme ça qu'on bouge. On tire avec notre ligament sur notre os, puis
ça nous fait bouger notre jambe ou notre bras ou tout ce qu'on veut. Alors, c'est des endroits de stress importants, puis on sait qu'il y a des micro-déchirures. Alors, les micro-déchirures se réparent, ça fait un processus inflammatoire, puis on se demande si ce n'est pas une dérégularisation de cet endroit-là qui provoquerait l'arthrite, la spondylite ankylosante. Pourquoi? Parce qu'on sait, comme on a dit plus tôt, que c'est des endroits qui sont très inflammatoires chez les gens avec la spondylite ou l'arthrite psoriasique. Alors, on sait qu'il y a une réaction à ce niveau-là. Puis, les cellules qu'on a vues ou les antigènes semblent nous dire que ça pourrait être une des raisons de déclencher la maladie. Les autres choses aussi, c'est qu'on sait que les patients qui ont des travaux très physiques, dans le temps, la première étude, c'était sur des mineurs de charbon. Alors, pas beaucoup de mineurs de charbon dans la salle, je suis sûre, là. Mais les mineurs de charbon qui développaient la maladie avaient une fusion ou une ankylose, une sévérité qui était pire que les autres. Alors, on sait que peut-être que le stress développe plus la maladie. Aussi, les endroits qui sont atteints dans la maladie, alors les tendons d'Achille, le milieu du dos, tous ces éléments-là, c'est des endroits où il y a beaucoup de stress, beaucoup de mouvement par rapport à d'autres éléments. Alors, il y a peut-être un processus de trauma à ce moment-là. Puis si on revient sur l'arthrite psoriasique peut arriver dans des endroits de trauma. Alors, c'est un phénomène connu, ça s'appelle Comner, mais toujours est-il qu'un endroit qu'on a eu une blessure, il y a plus de chances que l'arthrite se développe à cet endroit-là dans l'arthrite psoriasique. Alors, on sait qu'il y a un élément de, quand on se blesse, ça fait une réaction inflammatoire qui peut provoquer peut-être la maladie. Alors, c'est l'anthèse, une slide blanche, donc vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Excusez-moi. Alors, on voit la région d'anthèse entre l'os et le ligament, puis on voit les interleukines qu'on reparlera un peu plus tard, le microbiome que je vous avais parlé, la génétique et le stress. Alors, on a fait le cercle, on a fait le tour. Alors, la génétique, les traumas, l'environnement. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'inflammation. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui résulte de ces anomalies-là. Alors, l'inflammation, c'est un processus normal qu'on utilise pour se débarrasser de choses, pour répondre à des infections, pour se guérir. Ce qui arrive, c'est du recrutement de cellules qui servent à contrôler les micro-organismes dans notre corps, qui s'accumulent à cause des interleukines ou des messagers qui viennent. Alors, vous coupez. Vous avez un trauma, il va y avoir des cellules qui vont se déclencher pour dire « Hey, venez ici, venez nous aider à réparer ». C'est des signaux qui sont envoyés. Ceux qui vont revenir, les cellules, une des premières, c'est des cellules pour contrôler les infections, contrôler les anomalies. Comme ça, ils vont vous débarrasser des bactéries s'il y en a un peu. Ils vont amener le sang pour commencer à guérir. Alors, c'est un processus normal. Par contre, en arthrite, c'est ça qui nous font tous les problèmes aussi. Alors, ce que ça fait du gonflement, ça fait de la chaleur, ça fait de la rougeur, ça donne de la fièvre. Tous les éléments qu'on a dans une maladie d'arthrite active. Ça fait même détruire les os à certains endroits, surtout en arthrite rhumatoïde, mais vous allez voir, ça a un petit lien aussi en formation de la spondyloarthrite. Alors, l'autre chose, c'est que je voulais vous mentionner 2 changements importants qui arrivent, 2 façons importante de régler. Il y a les interleukines qui sont les messagers. C'est ce qu'on a parlé avant avec les anti-TNF et la plupart des molécules biologiques. Alors, c'est des messages qu'on envoie. C'est des cellules qui disent à d'autres cellules de faire quelque chose. Alors, il y a un gros réseau très floride de tout ça. Puis, c'est une façon où on peut contrôler la maladie. L'autre chose, c'est à l'intérieur des cellules, qu'est-ce que la cellule fait? Donc, après avoir eu le message, qu'est-ce que cette cellule-là fait à cet endroit-là? Est-ce qu'elle produit des éléments pour détruire l'os? Est-ce qu'elle fait que le sang va arriver ou d'autres choses comme ça? Je vous parle de ces 2 voies-là parce que ça a de l'intérêt par la suite pour les médicaments. Alors, c'est la slide qui fait peur. On peut jouer à « Où est Charlie? » Alors, il faut repérer toutes les TNF sur la slide. Alors, vous pouvez vous amuser, là. Alors, on a parlé beaucoup des anti-TNF. Les cellules que vous voyez là, surtout ceux à gauche, c'est des cellules de contrôle. Ici, là, c'est nos cellules qui nous servent à nous débarrasser des mauvaises choses, à contrôler. C'est ceux qui provoquent l'inflammation. Si vous regardez aussi, il y a beaucoup de messagers qui
qui donnent le même résultat. Alors, si vous trouvez les anti-TNF, vous allez voir, sont souvent avec l'IL6, sont toujours avec d'autres messagers. Pourquoi? Parce que c'est un processus très complexe, qui a beaucoup de systèmes qui prennent le relais d'un l'autre. Alors, c'est très difficile de diminuer le système immunitaire en entier. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre système qui va reprendre le relais et qui va nous permettre de se défendre, dans le fond, contre les infections. Alors, comme je disais, moi, je parle d'inflammation, d'éroder les os, mais ce n'est pas le problème. Le problème en spondylite, c'est que ça fait de l'os. Alors, la théorie pour pourquoi on fait de l'os en spondylite, c'est qu'on a de l'inflammation. Ça, c'est une vertèbre avec un disque. La vertèbre, le disque. Ici, il y a un peu d'inflammation, c'est-à-dire il y a le regroupement, il y a les cellules, il y a plus d'eau, il y a tout ce que je vous ai dit auparavant. Puis en plus, on détruit l'os. Ce qu'on pense, c'est que lorsque ça arrête, lorsque l'inflammation s'arrête, de lui-même ou à raison des médicaments, on forme de l'os après, on essaye de se guérir. Puis c'est cette guérison-là qui serait anormale aussi. On guérirait trop, on fermerait trop d'os pour ce qu'on a besoin. Alors, on voit la deuxième, le processus de guérison, puis on voit en troisième le processus de guérison qui est anormal. C'est là qu'on va avoir des fusions. Ça, c'est toujours des théories, c'est ce qui est en train d'être étudié pour voir est-ce qu'on peut agir à cet endroit-là, parce qu'on sait qu'on est bon pour agir contre l'inflammation, on est moins bon pour empêcher cette réparation-là anormale de fonctionner. Alors, on passe au traitement. Rapidement, 2 éléments. Les anti-inflammatoires, qui sont si importants en spondylite ankylosante. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui est unique à la spondylite ankylosante. D'ailleurs, on ne comprend pas exactement pourquoi ça fonctionne à ce point-là chez les patients avec spondylite. C'est des molécules générales, c'est de l'Alvide, c'est de l'ibuprofène, c'est du Motrin que vous prenez parce que vous avez mal à la tête, vous êtes cogné le petit doigt, vous avez de la fièvre, que vous prenez pour beaucoup d'autres raisons. Pourquoi? Parce que ça agit de manière très globale pour diminuer des processus, des prostaglandines qui sont responsables de l'inflammation en général. Le fait que ça soit général à ce point-là, puis que ça ait un contrôle sur beaucoup de branches, fait les effets secondaires. Alors, les irritations au niveau gastro-intestinal, l'augmentation des risques cardiaques, l'augmentation de la tension artérielle. Vous allez voir un peu plus loin. Slide blanche, un peu compliqué. Alors, on voit que c'est dans les phosphodiestérases, puis lorsqu'on voit en bas, alors les INS bloquent là. Lorsqu'on voit en bas, c'est très étendu, les types de sous-molécules qu'ils contrôlent avec les anti-inflammatoires. Alors, c'est très, très général. Les anti-TNF, contrairement, les anti-TNF, c'est des molécules biologiques, comme on disait. Alors, biologique, ça veut dire qu'il y a une partie qui ressemble à ce qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'anticorps habituellement ou une partie de récepteurs. Les anticorps, c'est ce qui circule dans notre organisme pour trouver les bactéries ou les éléments qui ne sont pas bons pour les détruire. C'est ça que ça fait. Alors, on met ensemble un anticorps qui va cibler les anti-TNF, les messagers, ou on va mettre un récepteur, qui est comme l'endroit où les messagers s'attachent, avec un bout d'anticorps pour que ça puisse circuler dans le sang, sinon ça va être détruit, pour pouvoir les bloquer aussi. Une autre façon aussi, c'est juste mettre un récepteur avec un PEG. C'est un peu compliqué, mais essentiellement, ce que ça fait, ça lie les messagers avant ou des fois pendant que c'est en train de transmettre le message. Alors, ça bloque les messagers avant que ça fasse le problème d'inflammation. Ce n'est pas parfait, ça ne le fait pas à 100%, mais le principe est là. Comme vous avez vu aussi, quand on s'amusait à trouver les TNF, il y a beaucoup de redondance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en double dans notre système d'immunologie. Alors, ça ne bloque pas à 100%. Mais par contre, ça peut expliquer pourquoi on augmente un peu nos infections. Ça bloque un peu le processus de défense normale. Mais comme vous avez vu ici, vous pouvez rejouer à trouver les anti-TNF, il y a toujours d'autres systèmes qui sont en place. C'est pour ça que les gens qui vous disent « on a diminué le système inflammatoire en entier », c'est virtuellement à peu près impossible. Les gens qui font ça, c'est dans des greffes de moelle, dans de la chimiothérapie. Il faut beaucoup de médicaments, de beaucoup de sortes différentes pour vraiment bloquer le système. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des systèmes qui compensent un peu par la suite. Alors, c'était tout.
Alors, on sait qu'on ne peut pas changer notre génétique, on n'a pas choisi nos patients. Malheureusement, tout le monde va faire des infections dans sa vie parce que c'est la vie, alors on ne peut pas vivre dans une bulle. Par contre, on peut être vigilant au sujet des membres de la famille. Avec le pourcentage que je vous ai dit de risque de spondylite, on ne fait pas de dépistage systématique. Tout simplement parce que même si on avait le gène, on augmente nos pourcentages autour de 12 à 20 %, ce qui n'est pas quand même pas très élevé. Ce qu'on fait, par contre, c'est si jamais les personnes ont des symptômes, on essaie qu'ils soient évalués rapidement pour ne pas causer un délai de diagnostic de 9 à 10 ans, qui est la moyenne au Canada. L'autre chose aussi, c'est l'importance d'arrêter le tabac, l'importance de manger sainement. Manger sainement, c'est pour 2 choses, peut-être le microbiome, mais là aussi, c'est des hypothèses, et aussi la diminution de poids qui va rendre nos médicaments plus efficaces. Alors, c'était tout. Restez pour le quiz à la fin, il faut dessiner les immunoglobulines tantôt. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, maintenant, je vous présente Caroline Bourget, qui est une femme de la région de Sherbrooke, qui est atteinte de la spondylite ankylosante. Elle fait beaucoup de bénévolat, surtout pour les activités de financement pour la Société d'arthrite dans la région de l'Estrie, notamment dans les tournois de golf à Sherbrooke et des soirées dégustation bière et saucisses. Hein? Il faudrait qu'elle nous dise la date. À Magog, donc. Alors, bonjour tout le monde. Moi, mon nom est Caroline Bourget. Je souffre de spondylarthrite ankylosante depuis une dizaine d'années. J'ai 36 ans, donc à la mi-vingtaine, j'ai été diagnostiquée avec une spondylarthrite. 3e de ma génération connue à en souffrir. Ma mère qui est ici aujourd'hui en souffre également, et puis mon grand-père, son père et elle en souffraient aussi. Et là, bien, au-delà de ça, probablement qu'il y en avait peut-être d'autres là, dans les arrière-grands-parents qui en souffraient, mais la science n'était pas... ou ils n'ont pas vécu assez longtemps peut-être là, pour pouvoir savoir exactement si les gènes étaient là ou pas. Alors, c'est ça, une dizaine d'années. Habituellement, je suis habituée de faire justement là, des conférences là, ou faire des témoignages dans des contextes de levée de fonds. Donc, je suis là pour sensibiliser les gens et les convaincre et leur faire comprendre à quel point on souffre. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Là. Dans la majorité des cas, vous devez être au courant à quel point ça fait mal de souffrir de spondylarthrite ou de tout type d'arthrite, là, tout simplement. Lorsque j'ai commencé à avoir des douleurs, là, juste pour faire un peu un historique, comment ça s'est passé dans mon cas, lorsque j'ai commencé à avoir des douleurs, je m'entraînais au gym. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir un nerf sciatique de déplacé. Fait que j'ai commencé à consulter toutes sortes de spécialistes, là, des chiro et tout ça, là, pour essayer de replacer la chose. Pendant plusieurs mois, je trouvais ça long un peu, là, replacer un nerf sciatique, là, ça commençait à être embêtant. Là. J'ai beaucoup d'argent dépensé, puis pas beaucoup de résultats. Alors, heureuse dans ma malchance, peut-être le fait d'avoir une personne proche de moi, là, c'est-à-dire ma mère qui souffre déjà de la maladie, bien, à un moment donné, elle dit, Caro, elle dit, tu devrais peut-être aller consulter ton médecin. Elle dit, je trouve que ça ressemble à ce que moi j'ai eu quand ça a commencé. Les douleurs sont semblables. Alors, elle dit, là, ben, elle m'a parlé du fameux HLA-B27, d'aller passer la prise de sang pour savoir si j'étais porteur du gène. Donc, je suis allée consulter mon médecin qui était déjà au courant que j'avais des antécédents familiaux. Ça n'a pas été long, là, la loterie est arrivée et j'ai su que j'avais gagné un HLA-B27 positif. Et puis là, bien, c'est le début des tests. Là. Ensuite, après les prises de sang, bien, c'est sûr que c'est les scintigraphies osseuses et les IRM et toute la panoplie de tests là, pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement dans notre corps. C'est toujours un peu embêtant quand on commence à rencontrer. Là, c'est long d'entrer dans le système médical. Une fois qu'on est rentré, une fois qu'on a quelqu'un de confiance à consulter, ça va bien, c'est correct, mais c'est le début, c'est l'inconnu. C'est de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même un certain délai avant d'avoir tous les résultats de tests. Et puis, d'avoir un bon rhumatologue aussi qui nous suit, avec qui on a confiance. Moi, le premier que j'ai rencontré, il ne comprenait pas pourquoi j'allais le voir parce qu'il tombait à la retraite. Fait que là, bien, le temps de revoir un deuxième rhumatologue, d'être référé une deuxième fois. Fait qu'il y a quand même eu un certain délai avant que j'aie les conclusions avec tous les examens. Une fois que tout a été fait, bien, entre-temps, on a mal. Mais moi, j'avais mal pas trop souvent quand même. Au début, c'était à temps partiel. Là. J'avais mal peut-être une semaine, puis j'avais 2-3 semaines de pause. Donc, c'était quand même pas si pire. Ça s'endurait. Quand j'avais mal, j'avais beaucoup mal, mais j'avais des répits.
À un moment donné, on a tombé en garde partagée. Fait que là, c'était une semaine, peut-être pas tout à fait calendrier, là, mais tu sais, c'était moitié-moitié. Fait que là, on avait... la retraite était là une semaine et moi, j'avais une pause une semaine, ou en tout cas, là, c'était la moitié du temps. Puis à un moment donné, bien, ça a tombé 1-0, puis la spondylite, là, il n'y avait plus de répit. Pantoute. Fait que là, ça a tombé beaucoup plus difficile à ce moment-là. Là, on parle, j'ai été diagnostiquée en 2005, fait qu'on parle peut-être 2008-2009, 3-4 ans après, là, vraiment, il y a eu une détérioration dans ma qualité de vie incroyable. C'était très difficile pour moi. Moi, je travaille sur la route, c'est un peu ironique, là. Je suis conseillère dans le domaine des services financiers. Je vends des produits d'assurance pour lesquels je ne suis pas assurable, là, mais en tout cas. Je suis très convaincante, par contre, pour pouvoir convaincre les clients qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous pend en bout du nez. Fait que là-dessus, au moins, je réussis à leur faire comprendre parce qu'évidemment, une des problématiques, nous, avec notre maladie, c'est que souvent, ça ne paraît pas. Fait que les gens, ils ne comprennent pas. T'sais, ils nous voient aller, ils disent « Ah, t'as l'air en forme, t'as l'air pas pire, toi, ça me semble, t'as pas l'air malade. » Ben non, en 2008-2009, j'étais malade sur un moyen temps, puis ça allait pas bien. Fait que je travaillais sur la route. Les clients, ben, sont pas toujours à l'étage. Hein. Des fois, c'est dans un bloc appartement au 4e étage, puis il faut les monter, ces marches-là. Puis moi, j'habite également au 4e étage, pas d'ascenseur. Entrer dans l'auto, sortir de l'auto sur une base rivière, ça devenait pratiquement impossible. Là. À un moment donné, même mon frère, qui habitait en face de chez nous, à ce moment-là, a dû venir me sortir de la voiture parce que je n'étais plus capable de sortir de là. Toutes les tâches quotidiennes deviennent complètement insurmontables. T'sais, brosser les dents, juste se pencher devant le lavabo pour brosser les dents, se mouvoir, se promener, sortir du lit. Moi, le matin, tout était calculé là, en fonction que je devais prévoir 1 heure devant moi le matin en me levant parce qu'il fallait que je me défroide, je me dépliais tranquillement pour pouvoir sortir du lit. Le soir, avant de me coucher, je devais prévoir de garder la médication sur la table de chevet avec de l'eau parce que dans la nuit, je me levais, je n'étais plus à bouger. Et puis, fin 2009, là, la chronologie peut changer un peu, ça fait quand même quelques années, là, mais en tout cas, c'est pas mal ça l'histoire. Fin 2009, mon rhumatologue m'a dit « Gars, Caro, là, tu vas frapper un mur dans pas long. Si ça continue comme ça, d'ici une couple d'années, tu ne marches plus. » La maladie était fulgurante, ça allait très, très vite. Le processus de fusion des os avait commencé aussi. Et puis, j'étais vraiment en douleur. Il y en avait, je ne sais pas quel mot utiliser, là, mais j'avais plus de vie. J'avais plus de vie, je dormais 2-3 heures par nuit. J'en ai encore un peu les larmes aux yeux quand j'y repense, parce que c'est vraiment une période qui a été excessivement difficile. Ensuite de ça, mon rhumatologue m'a dit « Écoute, Caro, il faut faire de quoi avec toi? Il faut qu'on fasse un move maintenant pour essayer de te sauver pour l'avenir. » Puis là, il a commencé à me parler des traitements biologiques. Là, il faut s'entendre dans ce contexte-là. À ce moment-là, je prenais des anti-inflammatoires, je prenais des Celebrex. Là, probablement la majorité des gens savent c'est quoi ici. Fait que des Celebrex, des Tylenol arthritiques, des Advil, je les prenais toutes en même temps. Je ne sais pas c'était quoi la posologie, mais moi, c'était aux 4 heures. C'était 2 Celebrex, 2 Advil, 2 Tylenol, puis je les prenais aux 4 heures, puis c'était à coup de Smarties. Puis ça ne marchait plus, il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, il dit, on va trouver une autre solution. Et la solution, ça a été le traitement biologique. Dans mon cas, moi, c'est le Symphony. Peut-être que certaines personnes le savent c'est quoi, là. Une injection mensuelle, et puis c'est un auto-injecteur, c'est assez simple. Mais moi, dans ce contexte-là, à ce moment-là, fin 2009, ce traitement-là, je ne dis pas les traitements biologiques, mais ce traitement-là était quand même très récent sur le marché. Mais dans mon cas, moi, qui a peur des piqûres, puis qui était très inquiète de tout ça, le fait de me piquer avec un auto-injecteur, et une fois par mois, et non pas aux 2 semaines ou aux semaines, pour moi, c'était une solution qui était beaucoup plus viable. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on commence à se faire parler de nouveaux traitements? On part chez nous avec notre petite information pour se dire, on va aller lire sur Internet, c'est quoi? Fait que moi, je suis allée lire sur Internet, c'était quoi le Symphony, le golimumab, et c'est quoi ça fait, tout ça. Puis là, j'ai lu un mot qui s'appelait le cancer, puis ça s'est arrêté là dans ma tête. Là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais changer une pièce 4,25 cents, puis régler un problème, puis en créer 3 autres. Fait que là, moi, je suis partie, je suis allée voir le rhumatologue, fâchée. J'ai dit, c'est quoi tu veux faire? Tu veux me proposer un traitement qui va me donner le cancer. C'était à peu près ça, là. Puis on s'est chicané. Il n'est pas très émotif, mon rhumatologue, mais là, il a une petite rougeur, là. Il s'est passé, il a une émotion. Et puis, là, il a dit, écoute bien, il dit, si tu étais ma conjointe, il dit, je pense que je te l'injecterais de force, là, pour que tu comprennes à quel point que j'y crois puis que je suis convaincue. Puis là, il m'a expliqué un peu, il dit, arrête d'aller lire sur Internet. Il dit, on va s'en parler. Il dit, moi, je vais te donner l'information et je vais te dire ce qu'il y en est. Il dit pas que tu n'es pas intelligent, mais tu n'es peut-être pas outillé pour pouvoir aller chercher toute l'information toi-même sur un traitement qui est aussi récent.
Puis il dit, oui, effectivement, avec les personnes qui souffrent de rhumatoïdes, il y a une incidence avec le cancer. De toute façon, il dit, ça n'a pas rapport avec le traitement. Il dit, c'est autre chose. Il dit, ces personnes-là sont déjà plus fragiles à ça. C'est tout. Il dit, là, tu es en train de tout mêler. Donc là, on se met dans un contexte que ça fait quelques années que je dors plus la nuit. C'est 2-3 heures du coup que je souffre et je souffre. Et de toute façon, moi, en début 2010, il y a eu une nuit, la fameuse nuit, que je me suis dit, je finis pas l'année. Je me suis couchée le soir, j'avais oublié de mettre les médicaments sur ma table de chevet. Je me suis réveillée dans la nuit, plus capable de bouger. Je me suis laissée tomber en bas de mon lit parce que j'étais pas capable de me défroisser. Là. Je me dépliais pas. Puis là, j'ai rampé à terre. Là, puis je me souviens très bien de coucher dans le corridor chez nous puis me dire, je passe pas à travers cette année-là. Là. Parce que d'une journée à l'autre, on se dit, ça peut pas être pire. Bien, d'une journée à l'autre, c'est pire. Puis là, il n'y avait plus de répit. Je dormais plus. J'avais plus de vie. Puis moi, j'habite toute seule. Fait que, tu sais, j'ai toujours été habituée d'être autonome, indépendante. Puis je me disais, c'est pas vrai que je vais aller retourner vivre chez mes parents. C'est pas vrai que, tu sais, je voulais pas me mettre sur aucune aide sociale quelconque. Là, tu sais, dans ma tête à moi, c'était impossible. Je ne veux pas être dépendante. Fait qu'à partir de cette fameuse nuit-là que j'ai dit, il faut que je fasse de quoi parce que je passe pas au travers, bien là, j'ai décidé d'envisager le traitement biologique. Et puis, j'ai discuté avec mon rhumatologue et il m'a mis en contact avec la compagnie pharmaceutique et tout ça, l'infirmière, et puis j'ai eu toute l'information nécessaire pour le traitement. Je me pique. L'infirmière, après beaucoup de larmes, parce que j'avais vraiment peur de me piquer moi-même, l'infirmière et moi, on réussi. Ma mère était présente d'ailleurs, puis là, finalement, je me pique avec l'auto-injecteur. Je me rends compte que quand ça fait clouc, puis clouc, là, puis c'est fini, là, j'ai fait, ben voyons, c'est juste ça. C'est juste ça, là, tout ce stress-là pour clouc, that's it, là. C'est pas pire que ça, puis ça fait juste une petite pique, puis c'est tout. J'ai fait, aïe, OK. Fait que toute cette inquiétude-là pour cette injection-là qui finalement est, bien, je dirais pas confortable, mais on survit. Là. Fait que là, le temps passe, je dirais en dedans de 72 heures. Je me couche le soir vers 11 heures, à peu près dans les mêmes heures que je me couche habituellement, et je me suis réveillée le lendemain matin, il faisait clair dans ma chambre. Ça faisait au-dessus d'un an et demi que j'avais pas vu le soleil. Ouvrir les yeux là, après un sommeil, puis qu'il fasse clair dans ma chambre, c'est-à-dire que j'ai dormi comme 6-7 heures d'affilée. Là. Pour moi, là, ça a été une révélation. J'en revenais pas, là. J'en revenais pas de dire « Wow, j'ai enfin la possibilité de dormir la nuit. » Puis de réussir à sortir du lit assez rapidement quand même. Tu sais, j'avais plus besoin du 45 minutes là, pour prévoir là, le dépliage, puis de bouger tranquillement parce que, bon, là, j'étais en closette partout. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment une révélation dans mon cas. À force de lire, là, suite à ça, tu sais, depuis 2010, depuis mars 2010, moi, je prends Symphony, ça va très bien. Je me pique maintenant aux 5 semaines et non plus aux 4 semaines. Je n'ai jamais changé de médication. Et je fais partie de certains forums de discussion sur les groupes sociaux et je me rends compte que je suis vraiment chanceuse quand même parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont changé régulièrement de médication. Moi, ma mère, même affaire, là, on est sur le même traitement, on n'a pas eu à changer. Pour moi, ça l'a très bien répondu. Le message que je veux vous faire aujourd'hui, c'est garder espoir. Si vous êtes en période de douleur actuellement, si vous n'avez pas encore trouvé le bon traitement, il faut garder espoir. Parce que la journée où vous allez tomber sur le bon traitement, la journée où vous allez pouvoir dire, bon, ça fonctionne bien pour moi, la vie va changer. La vie va changer. Fait que si pour vous ou des proches que vous avez, gardez espoir. Gardez espoir de pouvoir enfin un jour tomber sur ce bon traitement-là parce que vraiment, vraiment, ça change tout. J'ai commencé ce traitement-là en 2010. En 2012, j'ai réussi à courir un 10 km au marathon de Magog. Ensuite de ça, j'ai commencé à m'entraîner au gym. Bien, je suis retournée à mes vieilles amours, mais là, avec des entraînements beaucoup plus intenses, en entraînement de fitness et tout ça. Et puis, mon entraîneur, lui, dans sa tête à lui, ça ne faisait pas de différence que je sois arthritique ou pas. Là, il me traitait comme les autres. Et puis, j'ai réussi à avoir les entraînements comme les autres aussi, et j'ai survécu. Donc, ça veut dire que quand on disait tantôt de ne pas s'empêcher de faire des exercices ou de s'entraîner ou de faire quoi que ce soit, bien, notre corps nous le dit quand c'est assez. Fait que de toute façon, mais moi, mon corps, il ne disait pas souvent que c'était assez. Fait qu'on continuait et on continuait. J'ai vraiment retrouvé, là, je dirais, à 80 % ma qualité de vie. Je me reconnais maintenant comme la personne que j'étais avant. C'est sûr que j'ai encore de la douleur, puis c'est sûr que c'est pas parfait, puis c'est sûr que je sais que j'ai moins de mobilité dans mon dos qu'une personne normale, puis il va toujours rester un petit quelque chose. Par contre, pour l'instant, comparativement à ce que j'ai vécu, évidemment, tu sais, quelqu'un de normal qui embarque dans mon corps, qui emprunte mon corps une journée de temps, bien, il va peut-être dire « Ouf, je sais pas comment tu fais », mais moi, dans ma tête à moi, comparé à ce que j'ai vécu, c'est le paradis.
Fait que c'est ça. Mon message aujourd'hui, gardez espoir, soyez confiants. Il faut avoir confiance aussi à toutes les avancées médicales. Je sais, en tout cas, je ne veux pas induire personne en erreur, mais mon rhumatologue m'avait laissé entendre que fin 2015, début 2016, il allait avoir même des nouveaux traitements encore qui allaient arriver sur le marché pour nous. Fait qu'on se croise les doigts. C'est sûr qu'idéalement, un jour, si on pouvait enrayer complètement, évidemment, la maladie, ça serait l'idéal. C'est un peu comme ça que je conclus avec mes levées de fonds. C'est de dire, bien, c'est sûr qu'il faut continuer à faire de la recherche parce qu'idéalement, ça serait de pouvoir trouver le traitement qui ferme la porte complètement à tous les types de maladies inflammatoires. Par contre, en attendant, si on peut au moins se soulager et empêcher l'évolution de la maladie, c'est un gros, gros plus. Fait que merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que ce n'est pas une histoire unique. Hein? Elle a très bien exprimé, mais comme Dr. Morancy vous a dit, je suis un peu plus âgé qu'elle. Et j'ai vécu dans l'ère avant ces médicaments pendant plusieurs années. Et surtout pour la maladie de la spondylite ankylosante, c'était vraiment révolutionnaire pour beaucoup. J'essaie de faire deux choses en même temps, ça va? Wow! Alors, je vais vous présenter Dr. Campillo, parce que ça va prendre quelques minutes de technologie, qui est rhumatologue pédiatre à l'hôpital Montréal pour les enfants et professeure adjointe de la division de rhumatologie à l'hôpital Montréal pour les enfants depuis 2005. Elle dirige également une clinique de rhumatologie pédiatrique au Shriners pour enfants. Donc, elle se donne comme mission depuis de nombreuses années de venir à l'aide des enfants atteints d'arthrite juvénile en sensibilisant la population à la maladie et en travaillant de concert avec la Société d'arthrite pour développer des programmes spécialement conçus pour eux. Elle est la fondatrice du camp Articulation, camp conçu spécialement pour les enfants atteints d'arthrite juvénile et autres maladies rhumatologiques. Et elle est également présidente du comité consultatif de la Société de l'arthrite, Division Québec. Et elle est quand même assez bien technologiquement. Alors... Bonjour. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, dans ma présentation, je vais pour vous démystifier la classification de l'arthrite juvénile idiopathique et des spondylarthrites chez les enfants, parce que c'est un petit peu complexe et la nomenclature peut porter à confusion. Je vais parler des manifestations cliniques des spondylarthrites chez les enfants. Je vais revoir avec vous les différences entre les enfants et les adultes atteints de spondylarthrite et revoir ce qu'il y a de nouveau dans le traitement des spondylarthrites. Alors, comme vous savez, l'arthrite, c'est une grande famille de maladies qui regroupe plus d'une centaine de maladies différentes. Et j'ai mis en rouge au centre l'arthrite juvénile idiopathique, qui est la forme d'arthrite qu'on voit le plus fréquemment chez les enfants. Alors, qu'est-ce que l'arthrite juvénile idiopathique? Ça veut tout simplement dire que c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche les articulations chez les enfants ou les jeunes qui ont moins de 16 ans. Et c'est une maladie qu'on dit, on la nomme idiopathique. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est une maladie de cause inconnue. Et il faut que ce soit une arthrite qui est là pendant au moins 6 semaines, parce que ça nous permet d'éliminer d'autres causes d'arthrite plus transitoires qu'on peut voir chez les enfants dans des contextes d'infection. Ça touche environ un jeune sur 1000, donc on dit à peu près un enfant par école. Avant, on l'appelait arthrite rhumatoïde juvénile, mais je l'ai barré en rouge. On n'utilise plus ce terme parce que ça portait à confusion avec l'arthrite rhumatoïde comme on voit chez les adultes. Et ce sont vraiment des maladies différentes. Donc, on n'utilise plus le terme arthrite rhumatoïde juvénile. On utilise arthrite juvénile idiopathique, AJI pour abréviation, ou arthrite juvénile tout simplement. Mais l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une grande famille de maladies différentes. Okay? Il ne s'agit pas ici d'une seule maladie. L'arthrite juvénile idiopathique comprend plusieurs sortes d'arthrites qu'on voit chez les enfants. Alors, j'ai mis ici toutes les catégories d'arthrite juvénile. Il y a la forme oligo-articulaire qu'on voit le plus fréquemment chez les jeunes enfants, particulièrement les petites filles. Il y a la forme polyarticulaire avec sans facteur rhumatoïde, la forme polyarticulaire qui, elle, a le facteur rhumatoïde. Et ça, c'est vraiment semblable à l'arthrite rhumatoïde
telle qu'on la voit chez les adultes. Il y a la forme systémique qu'on appelle aussi maladie de Steel. Et j'ai mis en jaune les spondylarthrites. Alors, il y a la forme psoriasique et il y a la forme enthésite avec arthrite. Alors, ce sont les deux spondylarthrites qu'on retrouve dans notre classification d'arthrite juvénile idiopathique. Vous pouvez voir que l'enthésite avec arthrite représente 10 de notre population de patients et la forme psoriasique environ 5 Vous êtes peut-être surpris de voir qu'il n'y a pas le terme spondylite ankylosante dans notre classification. Et il y a une raison pour ça, et je vais en parler un peu plus tard, mais c'est parce que l'atteinte axiale, l'atteinte des sacro-iliaques ou l'atteinte du dos, on la voit beaucoup moins souvent chez les enfants. Alors, chez les enfants, on parle plus d'enthésite avec arthrite, et lorsque l'enfant développe la vraie atteinte axiale, comme on voit chez les adultes, là, à ce moment-là, on peut commencer à parler de spondylite ankylosante. Alors, une autre diapositive qui revoit un peu toutes les sortes de spondylarthrite qu'on voit chez les enfants. Alors, il y a l'enthésite avec arthrite, qui est une forme d'arthrite juvénile, qui peut devenir la spondylite ankylosante chez une proportion d'entre eux. Il y a l'arthrite psoriasique, qui est une autre forme d'arthrite juvénile. Il y a aussi la maladie inflammatoire intestinale, comme la maladie de Crohn. Et il y a aussi les arthrites réactives qui surviennent suite à une infection. J'ai mis en jaune plus foncé donc les deux à gauche, vraiment là, les deux là, qui font partie de notre classification d'arthrite juvénile. Alors, qu'est-ce que les spondylarthrites ont en commun chez les enfants? Alors, premièrement, les enthésites sont très fréquentes. Je vais vous expliquer c'est quoi des enthésites. L'inflammation des sacro-iliaques qu'on peut voir aussi, mais comme j'ai expliqué, beaucoup n'ont pas cette atteinte-là au début de la maladie. L'atteinte de la colonne vertébrale qui est beaucoup plus rare chez les enfants, mais on peut la voir quand même. Les spondylarthrites sont caractérisés par des manifestations extra-articulaires, donc on peut voir de l'uvéite, on peut voir du psoriasis et on peut voir d'inflammation au niveau des intestins. Il y a souvent une histoire familiale, donc un parent, un frère, une sœur, quelqu'un dans la famille qui a une spondylarthrite. La présence de l'antigène HLA-B27 qu'on retrouve chez environ 90 des patients et il n'y a pas de facteur rhumatoïde. Alors, quelques définitions. Vous savez, l'arthrite, c'est l'inflammation d'une articulation, mais une enthésite, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de l'inflammation à l'endroit où les tendons s'attachent à l'os. Et quand il y a de l'inflammation là, bien évidemment, éventuellement, ça peut gruger l'os. Et c'est une source de douleur importante chez les enfants. Les sites typiques d'enthésite qu'on retrouve chez les enfants, on voit souvent le tendon d'Achille ici, donc à l'endroit où le tendon d'Achille s'attache à l'os du talon. Il y a aussi au niveau du fascia plantaire où le fascia s'attache à l'os du talon et au métatarse. Et au niveau du genou, il y a où le tendon ici s'attache à l'os du tibia qu'on appelle la tubérosité tibiale et aussi autour de la rotule, donc aux positions 2 heures, 6 heures et 10 heures. Et il y a aussi d'autres sites d'enthésite qu'on peut retrouver autour du bassin et proche des hanches. Je vais revoir quelques définitions que je vais utiliser fréquemment dans ma présentation. Donc, l'atteinte périphérique, quand je parle de ça, je parle des articulations des membres inférieurs et des membres supérieurs. Je parle aussi des enthèses des membres inférieurs et moins souvent supérieurs. Et quand je parle d'atteinte axiale, je parle vraiment des sacro-iliaques et de la colonne vertébrale. Alors, je vais parler principalement de l'enthésite avec arthrite. Je vais moins parler de l'arthrite psoriasique dans ma présentation parce que j'ai seulement quelques minutes avec vous et parce que l'atteinte axiale, on la retrouve plus souvent dans la forme enthésite avec arthrite. Les enfants qui ont une arthrite psoriasique, il va y avoir une petite proportion qui vont éventuellement développer l'atteinte axiale, mais la majorité d'entre eux ne la développeront pas. Alors, je vais parler principalement de l'enthésite avec arthrite. Alors, cette forme d'arthrite juvénile touche l'enfant plus âgé, donc l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent, avec un âge moyen d'environ 11 ans au diagnostic. Et contrairement aux autres formes d'arthrite juvénile, elle touche plus souvent les garçons que les filles, alors que dans les autres formes, c'est les filles qui sont touchées principalement.
Et comme j'ai expliqué un peu plus tôt, c'est vraiment la forme précoce de la spondylite ankylosante comme on voit chez les adultes. Ce qu'il y a de différent chez les enfants, c'est que quand on rencontre les enfants, il y a vraiment une prédilection pour l'atteinte périphérique, donc vraiment les articulations ou les anthèses des membres inférieurs, plutôt que l'atteinte axiale. Et l'atteinte axiale, donc les sacro-iliaques, elle est souvent absente à la présentation initiale. Et cette atteinte axiale-là apparaîtra souvent des années plus tard, parfois même à l'âge adulte. Et c'est vraiment seulement qu'on a la présence d'une atteinte axiale, donc une inflammation des sacro-iliaques et ou de la colonne vertébrale, que là, on peut vraiment parler de spondylite ankylosante. Mais vous pouvez comprendre que quand on rencontre un enfant au début pour la première fois, puis qu'il y a de l'arthrite dans les genoux, puis dans les chevilles, chez un garçon ou un adolescent, pour nous, on va penser tout de suite qu'il pourrait s'agir du début d'une spondylite ankylosante. Mais tant qu'on n'a pas l'atteinte axiale, on ne peut pas vraiment dire que c'est ça. Alors, on parle chez les enfants d'anthésite avec arthrite. Donc, en termes de présentation, malheureusement, chez beaucoup d'enfants avec cette forme d'arthrite juvénile, le diagnostic est posé tardivement. Pourquoi? Parce que souvent, pendant des mois ou des années, les symptômes viennent de façon intermittente. Alors, il y a des périodes où l'enfant est bien et souvent, la douleur, donc le caractère et la localisation de la douleur est vague. Donc, c'est difficile pour les professionnels de la santé de réaliser qu'il s'agit d'une forme d'arthrite. Je vais parler maintenant de l'arthrite, des anthésites et de l'atteinte axiale de cette forme d'arthrite. Alors, en termes d'arthrite, le nombre d'articulations touchées, on parle d'environ 1 à 4 chez la majorité, mais il y a un quart des patients qui peuvent avoir 5 articulations ou plus de touchées. Et c'est principalement les articulations des membres inférieurs, donc les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. On peut voir une atteinte des membres supérieurs, comme les épaules. Parfois, plus rarement, on peut voir les doigts aussi, donc les mains. Et on peut voir une atteinte des temporomandibulaires. En termes d'anthésite, comme j'ai dit, bon, c'est souvent les membres inférieurs, le bassin, autour des hanches, et c'est souvent une source de douleur très sévère. Et parce que ça ne donne souvent pas de gonflement ou de rougeur, c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, je crois, les enfants sont diagnostiqués tardivement avec cette forme d'arthrite. Et l'atteinte axiale, elle, donc la sacro-iliite, elle est présente chez seulement 24 de ces patients au début de la maladie. Donc, comme vous pouvez voir, la majorité n'auront pas d'atteinte axiale. Et ce pourcentage-là va augmenter durant l'enfance et l'adolescence. Et parfois, l'atteinte axiale va seulement apparaître à l'âge adulte. On peut voir aussi une atteinte de la colonne cervicale au niveau de la cage thoracique, donc les articulations costosternales ou sternoclaviculaires. Et la spondylite, donc vraiment l'atteinte de la colonne vertébrale, elle est beaucoup plus rare durant l'enfance. On la voit très rarement, en fait. Donc, si je reprends cette forme d'arthrite juvénile, on a des critères pour la classifier, pour la définir. Alors, on parle d'anthésite avec arthrite quand on fait face à un enfant qui a de l'arthrite et de l'anthésite, ou de l'arthrite seule ou de l'anthésite seule. Mais à ce moment-là, il faut 2 autres critères mineurs. Le premier, c'est la présence ou une histoire de douleur à caractère inflammatoire, donc une douleur au niveau des sacro-iliaques ou douleur lombaire. Il faut qu'il y ait le HLA-B27. L'autre critère mineur, c'est le début d'une arthrite chez un garçon de plus de 6 ans. On recherche une histoire familiale de spondylarthrite chez les membres de la famille au premier degré. Et on peut retrouver aussi une histoire d'uvéite antérieure aiguë. Alors maintenant, je vais parler un petit peu d'uvéite parce que on la voit quand même fréquemment chez les enfants. Alors l'uvéite, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une inflammation de l'UV. Et l'UV, c'est la membrane bleue ici là, qui entoure le globe oculaire là, à l'intérieur. Et chez les enfants atteints d'arthrite juvénile, on voit vraiment 2 types d'uvéite. On voit une uvéite aiguë et une uvéite chronique. Donc, j'ai mis ici uvéite antérieure parce que c'est chez les enfants, ce qu'on voit surtout, c'est la partie antérieure de l'UV qui est atteinte ici. Mais il y a 2 présentations, la forme aiguë et la forme chronique. La forme aiguë, on la retrouve chez les enfants qui ont une anthésite avec arthrite ou parfois les enfants qui ont une arthrite psoriasique, tandis que la forme chronique, on la voit chez les enfants qui ont une arthrite psoriasique.
Donc, l'uvéite antérieure aiguë, c'est facile à diagnostiquer parce que les enfants vont être symptomatiques, ils vont avoir un œil rouge, un œil douloureux, ils peuvent avoir de la photophobie, c'est-à-dire que la lumière va les déranger. Et comme j'ai dit, on la retrouve dans l'anthésite avec arthrite, puis on peut la retrouver aussi dans l'arthrite psoriasique. Et habituellement, ça laisse peu ou pas de séquelles. Par contre, l'uvéite antérieure chronique, elle, on la retrouve dans l'arthrite psoriasique et dans les autres formes d'arthrite juvénile aussi. Et celle-là, il faut faire attention parce que elle commence très doucement. Donc, l'enfant ne va pas se rendre compte qu'il y a une uvéite. Il ne va pas se plaindre de douleur à l'œil, il ne va pas avoir l'œil rouge. Les parents ne sauront pas qu'il y a un problème oculaire. Et malheureusement, si on ne pose pas le diagnostic tôt, si on ne la traite pas, cette forme d'uvéite-là, ça peut entraîner des complications importantes comme des cataractes, du glaucome, qui est une pression augmentée, une pression intraoculaire augmentée, et parfois même de la cécité. Donc, tous les enfants atteints d'arthrite juvénile sont vus par l'ophtalmologiste rapidement après le diagnostic et vont devoir être vus régulièrement tout au long du cours de la maladie. Et parce que, justement, il y a beaucoup d'enfants chez qui l'uvéite va être asymptomatique, donc les enfants ne se rendront pas compte. Et la fréquence du dépistage de l'uvéite chez les enfants, ça va être déterminé par le rhumatologue selon la catégorie d'arthrite juvénile, selon l'âge au moment du diagnostic et la présence ou non du facteur antinucléaire, qui est un facteur qu'on recherche dans le sang. Et les enfants qui ont ce facteur-là, on sait qu'ils ont un risque plus élevé de développer l'uvéite. Maintenant, rapidement, les différences entre les jeunes et les adultes. Bien, comme j'ai déjà expliqué, la teinte axiale apparaît plus tard chez les enfants. Le dépistage de l'uvéite se fait systématiquement chez les enfants atteints d'arthrite juvénile. La douleur, j'ai dit que l'anthésite est une source de douleur sévère. Alors, souvent, c'est des enfants qui ont très mal. Par contre, on voit aussi des enfants, surtout les petits, qui ne rapportent aucune douleur. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas mal, c'est que je crois que la douleur ou la maladie commence souvent tout doucement. Et il y a des enfants qui s'adaptent à la douleur, qui apprennent à vivre avec la douleur et qui ne se rendent pas compte vraiment qu'ils ont la douleur. Et parfois, ce qu'on entend, c'est qu'on les traite, on commence un traitement, on les revoit quelques semaines, quelques mois plus tard, et l'enfant, là, pour la première fois, est capable de nous dire « Ah, là, j'ai vraiment pas mal. Je pense que j'avais mal avant, mais je ne le savais pas. » Un autre fait important, c'est que l'arthrite juvénile ne disparaît pas au 18e anniversaire. Et j'en parle parce que, malheureusement, sur l'Internet, des fois, il y a des sources d'informations qui disent que l'arthrite juvénile, ça s'en va à 18 ans. Et malheureusement, des fois, les familles ont cette donnée-là en tête, mais ça ne disparaît pas au 18e anniversaire. En fait, plus de la moitié de nos jeunes vont continuer d'avoir des phases d'arthrite active, même à l'âge adulte. Et on voit aussi des troubles de croissance localisés, et ça, c'est vraiment spécifique à la pédiatrie. Alors, j'ai mis ici quelques exemples de troubles de croissance localisés, parce qu'on parle d'inflammation dans un squelette qui est en pleine croissance. Alors, quand un enfant a de l'arthrite au niveau du genou, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plaques de croissance ici, proches de l'articulation du genou. Les plaques de croissance, c'est la région de l'os qui grandit, OK? Et quand il y a de l'inflammation, les plaques sont stimulées parce qu'il y a plus de sang qui va aux plaques de croissance. Et ce qui fait que l'os va grandir plus rapidement du côté atteint que du côté non atteint par la maladie. Ce qui fait que le genou qui est atteint ici, la jambe ici va grandir plus rapidement que de l'autre côté. Alors, vous pouvez apprécier ici que la jambe paraît un petit peu plus longue. Alors, des différences de longueur de jambe, c'est vraiment particulier à la pédiatrie. Dans d'autres endroits du corps, ce qu'on peut voir, c'est que l'inflammation là, peut détruire ou endommager les plaques de croissance. Alors, ça peut entraîner un orteil plus court, un doigt plus court, et au niveau de la mâchoire, ça peut entraîner une petite mâchoire. Donc, l'os du mandibule ne va pas bien grandir. On appelle ça une micro-rétrognathie, comme on voit sur la photo ici. Les objectifs de la prise en charge, bien évidemment, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients. On veut qu'ils puissent jouer, se développer, faire les sports le plus possible. J'ai mis à gauche la photo d'un jeune dans les années 1800. C'est un portrait, en fait. Et vous voyez qu'il a l'air malade, il est assis sur une chaise, il ne joue pas. Et on peut voir que ses genoux sont enflés, il y a une petite mâchoire aussi.
Tandis qu'à droite, on voit des jeunes à notre camp d'été, le camp Articulation, et on voit que les jeunes ont l'air bien, ils ont l'air en santé, et ils ne sont pas dans la chaise roulante. Ils poussent la chaise roulante, mais ils ne sont pas dedans. L'autre objectif de la prise en charge, c'est vraiment aussi de prévenir et de réduire les dommages articulaires ou les troubles de croissance. Ici, on peut voir des hanches qui sont malheureusement grandement endommagées par l'inflammation, et c'est probablement un jeune qui éventuellement va avoir besoin de remplacement de hanches. Alors, on veut éviter ça à tout prix, et pour une bonne prise en charge, on recommande que tous les enfants atteints d'arthrite juvénile soient référés vers un centre de rhumato-pédiatrique pour confirmer le diagnostic rapidement et instaurer une prise en charge. Et j'ai mis ici la liste des centres de rhumato-pédiatrique au Québec. Les objectifs de la prise en charge, dans l'immédiat, c'est vraiment d'améliorer les symptômes de douleur, de raideur. On veut préserver la fonction, prévenir les déformations, prévenir les troubles de croissance. Et à long terme, on veut minimiser les complications de la maladie, minimiser les effets secondaires. On veut promouvoir une croissance et un développement normaux et préparer le jeune vers la vie adulte. Alors ici, on parle de transition. Pour ça, on travaille généralement en équipe multidisciplinaire avec l'enfant et sa famille au centre. Dans l'équipe, il y a un rhumatologue pédiatrique, il y a l'infirmière en rhumatologie pédiatrique, on travaille avec un physiothérapeute, ergothérapeute, l'ophtalmologiste qui fait partie de l'équipe traitante. Au besoin, on va consulter le travailleur social, le chirurgien orthopédique. Des fois, il y a des chirurgies qui sont indiquées. Le dentiste aussi ou l'orthodontiste qui est important pour les jeunes qui ont une atteinte des temporomandibulaires. Le traitement a beaucoup évolué. Le début de la rhumato-pédiatrique s'est fait vraiment dans les années 40-50. Avant, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient lourdement handicapés avec des déformations ou qui devaient utiliser des chaises roulantes. Mais je dirais que ce qui a vraiment sorti les jeunes des chaises roulantes, c'est dans les années 80, quand on a commencé à utiliser le méthotrexate. Alors ça a aidé beaucoup nos jeunes atteints d'arthrite juvénile. Et à ce moment-là, on a commencé à beaucoup plus utiliser aussi les injections intra-articulaires de corticostéroïdes. Mais malgré ça, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui continuent d'avoir une maladie active. Et depuis les années 2000, les agents biologiques ont commencé à être utilisés chez les enfants. Et on les utilise, je dirais, chez environ 15 à 20 de notre groupe de jeunes atteints d'arthrite juvénile. Et évidemment, bon, ça aide énormément de nos patients qui ont des maladies plus chroniques ou sévères. Et les agents biologiques qui sont accessibles pour nous en pédiatrie, il y a, bon, je les ai mis en bas, mais il y a l'étanercept, l'infliximab, l'adalimumab, l'abatacept et le tocilizumab. Alors, comme approche, quand on rencontre un jeune, habituellement, s'il y a peu d'articulations d'atteinte, juste quelques-unes ou quelques enthèses, on va commencer avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut aussi utiliser les injections intra-articulaires de corticostéroïdes. Mais quand l'enfant répond plus ou moins bien ou s'il y a une atteinte plus importante, à ce moment-là, on va utiliser des médicaments de deuxième ligne comme la sulfasalazine ou le méthotrexate. On trouve généralement que la sulfasalazine fonctionne bien pour les enfants qui ont beaucoup d'anthésite. Et finalement, il y a des agents biologiques en troisième ligne. Et dans les spondylarthrites, j'ai mis ceux qu'on utilise, donc les anti-TNF, donc l'étanercept, l'infliximab et l'adalimumab. La rééducation fait partie du traitement aussi. Donc, je parle de physiothérapie et d'ergothérapie. Dans les périodes de rechute, on va travailler l'amplitude de mouvement, la force musculaire, on va essayer de maintenir ça. Mais quand l'enfant va mieux, là, on va vraiment travailler à améliorer la forme physique et retourner l'enfant vers les sports. Parfois, les ergothérapeutes vont recommander le port d'attelle pour garder l'articulation dans une bonne position. Et il peut y avoir des adaptations qui sont prescrites pour la vie à la maison et à l'école. En termes de la vie à l'école, j'ai mis quelques exemples d'adaptations qu'on va recommander, mais c'est évident que quand l'enfant est en pleine rechute, participer dans les cours d'éducation physique, c'est difficile. Alors, on prépare des lettres adaptées pour chaque enfant. Parfois, on peut recommander que l'enfant ne participe pas du tout tant qu'on n'a pas la situation sous contrôle. Et parfois, on va recommander certaines adaptations. En général, on va dire que l'enfant peut participer, mais selon sa propre tolérance. Parfois, on peut prescrire l'accès à l'ascenseur de l'école. Il peut y avoir des aides à l'écriture aussi.
Le sac à dos allégé, ça c'est important, particulièrement pour ceux qui ont une atteinte des membres supérieurs, parce que transporter des livres lourds, un sac à dos qui est lourd, c'est difficile. Ceux qui ont une atteinte des sacro-iliaques aussi. Alors, on va souvent demander à ce que l'école fournisse un deuxième set de livres pour que l'enfant n'ait pas à transporter les livres lourds, épais de la maison à l'école et vice-versa. Comme ça, l'enfant a juste à apporter ses cahiers dans lesquels il écrit. En termes des sports, en général, on veut que nos jeunes participent dans les sports. C'est important pour maintenir une bonne forme cardiovasculaire, pour prévenir l'obésité. Mais des fois, il y a des contre-indications spécifiques. On y va toujours selon la tolérance de l'enfant, évidemment. On considère son âge, ses intérêts. On pense au long terme aussi. Et c'est important que l'enfant, éventuellement, apprenne à connaître ses propres limites pour ne pas aller au-delà des limites non plus. La transition vers le milieu adulte, c'est un concept qu'on commence à discuter avec les familles très tôt, dès le début de l'adolescence. Évidemment, quand l'enfant est petit, c'est le parent qui prend en charge la maladie. C'est normal quand l'enfant est petit. Mais quand l'enfant a 10, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est normal que le jeune devienne de plus en plus responsable dans la prise en charge de sa maladie, qu'il prenne en charge plus ses médicaments, les injections et tout ça. Donc, on va commencer à préparer le jeune vers la vie adulte dès le début de l'adolescence. On va commencer à parler de le choix de carrière, les études, l'entrée sur le monde du travail, la vie en appartement, la reproduction. Donc, c'est toutes des choses qu'on va discuter avec le jeune et les parents dès le début de l'adolescence. Donc, les messages clés, dans les spondylarthrites, il y a vraiment une prédominance des atteintes des articulations et des enthèses périphériques chez les enfants, contrairement aux adultes. L'atteinte axiale apparaîtra plus tard, et quand elle apparaît, là, on peut plus parler de spondylite ankylosante. Tous les enfants atteints d'arthrite juvénile devraient être référés vers un centre de rhumatologie pédiatrique pour confirmer le diagnostic et instaurer une prise en charge appropriée. Les objectifs, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de l'enfant et de réduire les dommages potentiels. Mais grâce à une prise en charge appropriée, la plupart de nos patients mènent une vie active. J'ai mis ici des ressources disponibles pour les familles. Donc, sur le site de la Société de l'arthrite, il y a un onglet « Vous, votre enfant et l'arthrite ». Il y a un petit livret qu'on a dans nos cliniques qu'on peut remettre à nos patients. Et pour aussi les familles qui ne sont pas à l'aise avec le français ou l'anglais, il y a un site de rhumatologie pédiatrique européen qui s'appelle Printo, mais qui contient de l'information sur les maladies rhumatologiques pédiatriques traduites dans une 50aine de langues. Merci.